bonjour à tous. Ce dimanche 3 mai 2020, la liberté de la presse est loin de rayonner au Cameroun. Selon le Comité pour la protection des journalistes, au moins 7 professionnels des médias sont détenus au Cameroun. Parmi eux figurent Paul Chouta, Mancho BBC, Samuel Ouazizi et Nsine Conrad. Les organisations internationales appellent à leur libération. Il y a quelques semaines, Equinox Télévision était menacée de fermeture pour avoir mené des enquêtes et des reportages sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce 3 mai 2020, l'UNESCO rappelle aux différentes nations l'importance des médias libres pour fournir au public une information indépendante et fiable en temps de crise, précise l'UNESCO ce 3 mai 2020. Dans ce contexte de crise sanitaire qui secoue le monde et le Cameroun, certains journaux révèlent un scandale, le refus du gouvernement de prendre le don en matériel médical du professeur Maurice Kamto, don effectué à travers l'initiative Survie Cameroun. À la surprise de l'opinion publique, le ministre de la Santé publique a rejeté l'offre et renvoyé l'initiative Survie Cameroun vers le ministère de l'administration territoriale afin qu'elle se conforme aux lois et y transfère son don. Pourtant, ce matériel médical est destiné en priorité au personnel de santé engagé dans la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Acculé de critiques sur les réseaux sociaux, Manaouda Malachier nuance ses propos en affirmant qu'il aurait reçu le professeur Kamto s'il lui-même était porteur de ce matériel médical. Ensuite, il déclare sur les antennes de RFI que les 10 000 masques du président du MRC ne sont pas grand-chose, car 350 000 masques sont en cours d'acheminement à travers le Cameroun. Les explications du ministre de la Santé publique n'ont pas convaincu le messager. Ce journal affirme que le régime de Yaoundé est contre l'implication du MRC dans le champ humanitaire, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans la presse internationale, cette situation est perçue comme un bras de fer entre Maurice Kamto et le gouvernement. Pourquoi les autorités camerounaises reçoivent les dons du milliardaire chinois Jack Ma, les dons des entreprises multinationales, et refusent ceux provenant d'une initiative mise en place par des Camerounais? Que valent les arguments du gouvernement pour rejeter ce don en matériel médical offert par Maurice Kamto? L'initiative Survie Cameroun, le professeur Maurice Kamto sont-ils astreints au respect d'un cadre réglementaire afin de contribuer à une solidarité nationale? Pendant que le bras de fer se-poursuit, des agents de santé ont manifesté toute la journée de samedi à ce dimanche matin au centre des urgences à Yaoundé, déployés pour le dépistage et les investigations dans le cadre du Covid-19. Ils s'insurgent contre le non-paiement de leur salaire et des conditions de travail difficiles. Les tensions se sont apaisées depuis ce matin et passent à la caisse. Pour autant, les inquiétudes sont loin de retomber après la levée des mesures de restriction dans le secteur de la restauration et du divertissement. Des Camerounais ont envahi en fin de semaine les snacks, discothèques et autres terrasses pour renouer avec la vie mondaine. Les risques de propagation du virus sont-ils plus élevés? Ces mesures d'assouplissement ont-elles pris en compte l'évaluation réelle de la situation sanitaire au Cameroun face à la multiplication des cas du Covid-19, des patients victimes de négligence et de mauvaise prise en charge médicale dans certains hôpitaux publics agréés Covid-19, se rue désormais vers des structures sanitaires catholiques où Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, affirme détenir un remède miracle élaboré à base d'extraits de plantes médicinales. La pharmacopée traditionnelle est-elle la voie royale pour endiguer la pandémie du coronavirus au Cameroun et en Afrique? Sans évaluation scientifique claire, faut-il ignorer ses vertus pour la santé humaine? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être présent sur votre plateau.
Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Vous représentez le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés sur le plateau de droit de réponse. Également présent ce dimanche sur ce plateau, c'est Edmond Kambia, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression. Il est également consultant sur ce plateau. Edmond Kambia, bonjour. Bonjour Cédric Nofélé, je salue les copanélistes. En cette journée internationale de la liberté de la presse, je voudrais dire ma sympathie à tous les journalistes qui sont menacés, arrêtés, emprisonnés au Cameroun et en Afrique et un peu partout à travers le monde. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire mes amitiés et renouveler mon affection à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, Marlise Doualabel, qui est présente, communicante du parti au pouvoir, le RDPC, ancienne députée de la Nation. Marlise Doualabel, bonjour. Bonjour. Un plaisir d'être avec vous ce dimanche. Nous allons d'entrée de jeu avec vous, Maître Désiré Sikati, évoquer cette scène survenue au ministère de la Santé publique durant la semaine. Le président du comité de gestion de l'initiative Survie Cameroun s'y est rendu pour offrir au gouvernement le don en matériel médical venant du professeur Maurice Kamto. Il en est sorti dépité, estimant que ce don a été refusé. Comment vous avez réagi à la suite de cette nouvelle? Bon, personnellement, je voudrais vous dire que je n'ai pas été surpris parce que lorsqu'on regarde un peu le passé très récent, le passé politique récent de notre pays, on a quand même du mal à accepter qu'on soit en face d'un régime qui a décidé d'instrumentaliser tous les événements à des fins politiques. Dans d'autres pays, on voit très bien que la crise sanitaire que le monde connaît est un moment de solidarité où tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, pas seulement les acteurs politiques, se mettent ensemble pour aider la population à vaincre le Covid-19. Malheureusement, chez nous, au lieu de faire un peu comme les autres font, malheureusement, chez nous, le régime de Yaoundé a décidé d'instrumentaliser la pandémie du coronavirus à des fins politiques. Parce que c'est comme ça qu'il faut expliquer cela. Parce que, voyez-vous, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans de bonne volonté, qui ont décidé d'accompagner le gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et qui ont remis des dons à des ministres camerounais, notamment le ministre de la Santé, dans les mêmes conditions que le don qui a été proposé par Christian Pendaïkoka, qui est celui qui dirige l'initiative Suivi Cameroun. Et ces dons-là ont été reçus sans qu'il y ait d'anicroche. Par exemple, tout le monde a vu que le milliardaire Jack Ma, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre propos, le milliardaire Jack Ma a remis des dons par personne interposée à l'État du Cameroun sans être là, sans être présent en personne. L'homme d'affaires nigérian Dangote a également remis des dons à l'État du Cameroun sans être présent. Gushinge Sylvestre, qui est sénateur du RDPC, homme d'affaires, a également remis un chèque de 250 millions de francs au ministre de la Santé, alors que le ministre de la Santé n'est pas en fait le ministre de tutelle qui s'occupe de son activité, qui est le commerce. Logiquement, si on veut réfléchir comme le ministre de la Santé, qui voudrait orienter l'initiative, le don de l'initiative Suivi Cameroun, au ministre de l'administration territoriale, il lui fallu que Gushinge Sylvestre remette son don, son chèque de 250 millions au ministre du Commerce. Il lui fallu que la société Orca, qui est une entreprise commerciale, remette également son don de matériel alimentaire au ministre du Commerce. Donc, j'ai de la peine à me retrouver dans un système où on veut tout instrumentaliser à des fins politiques. Je voudrais quand même dire que cette instrumentalisation n'est pas un cas isolé. Parce que à partir du moment où on se rend compte que dans chaque cas, dans chaque situation, le régime de Yaoundé a décidé de monter tout un scénario dont il peut tirer les lauréats des fins politiques, on a le droit de se poser la question de savoir est-ce que la politique doit être faite en utilisant tous les moyens, même les plus déloyaux. Je voudrais quand même m'indigner, si vous me le permettez, de dire que il y a de cela quelques temps, il y a de cela quelques jours, il y a la Ligue de l'extrême nord qui a publié un certain nombre de récriminations contre le régime de Yaoundé pour dénoncer le fait que la région du Grand Nord est le parent pauvre
du développement au Cameroun. Je dirais même que c'est la région la plus sous-développée sur tous les plans au Cameroun. Et du coup, étant donné que cette région-là, les leaders de ces régions-là ont montré quelques affinités avec le MRC, et du coup le régime de Yaoundé a décidé de mettre en place un laboratoire avec des personnes qui sont montées avec des faux profils, des ordinateurs de connexion Internet haut débit, où on les fait passer pour des militants du MRC à qui on affuble des noms à consonance de l'Ouest pour insulter de façon tribaliste les ressortissants du Nord. Moi je dis, tout cela, ça ressemble à cette mauvaise politique du régime qui consiste à ne pas lésiner sur les moyens Justement, pour arriver à ses fins politiques. Alors je voudrais préciser également qu'on a un quatrième panéliste qui est en Allemagne, le docteur Christian Ondo-Meva, médecin-chef de service chirurgie générale, viscérale et oncologique en Allemagne, qui interviendra également dans cette émission pour partager l'expérience de son pays qui a réussi à contenir la pandémie du coronavirus, souvent citée en exemple sur le continent européen. Mais avant d'arriver à vous, docteur Christian Ondo-Meva, je voudrais avoir la réaction de Marlise Doualabel sur ce refus du gouvernement d'un don en matériel médical provenant d'un Camerounais ordinaire, alors que d'autres milliardaires chinois, nigérians, à travers l'entremise de leurs émissaires, ont remis de nombreux dons au même gouvernement qui les a reçus et qui s'en est félicité de l'initiative menée par ces philanthropes. Comment expliquer qu'un autre Camerounais, fut-il homme politique, décide de pouvoir participer à la solidarité nationale et que son don soit refusé de cette manière? Qu'est-ce qui explique cela? Monsieur Noufélé, merci pour la parole. Donnez-moi juste une petite minute. Je voudrais, avec votre permission et celle de vos nombreux spectateurs, téléspectateurs, rendre hommage à une jeune femme que j'ai connue et qui s'appelait Flora Zé. Une jeune femme battante et pleine de valeurs positives. Je voudrais lui dire bravo. Je voudrais te dire bravo à toi, Flora. J'ai retenu de ton message l'affirmation de l'identité négro-africaine. Ton combat contre le blanchiment de la peau était un combat réel et vrai. Tu mettais en garde la femme noire contre les dangers des produits cosmétiques qui blanchissent la peau et abîment la peau et la santé. Et tu donnais confiance par ta beauté physique et ton verbe incisif mais mesuré à la jeune femme noire. Oui, Flora, les femmes sont belles, elles sont toutes belles, noires, blanches, métisses, albinos, claires de peau, et toi tu l'as compris. Et j'espère que les gens retiendront cet héritage que tu nous laisses et que tu laisses surtout à la jeune femme, qu'elle comprenne que l'important, c'est certes d'être belle, mais c'est surtout important d'impacter son époque. Et tu as impacté ton époque. Repose en paix et toutes mes condoléances à ta famille, à tes collègues et à tes amis. Merci pour ce message à l'endroit de notre collègue décédé aujourd'hui. Maintenant que je reviens donc sur le vif du sujet, il y a le professeur Macon. Non, il est docteur. Docteur Macon qui a dit sur un plateau que les ressources dirigeantes du MRC ne sont pas plus bêtes que les ressources dirigeantes des autres partis, et notamment le RDPC. Donc, quand ils se mettent, ils acceptent le déraillement, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les Camerounais voient qu'ils sont en train de dérailler. J'espère que le déraillement ne sera pas aussi catastrophique qu'un autre que nous avons connu dans notre pays. Les gens sont obligés de se poser la question de savoir qu'est-ce qui les amène à poser ces actes. Le docteur Macon a dit, en fait, leur objectif, c'est de tout le temps, permanemment, mettre le pouvoir en difficulté. Même quand ils donnent l'impression d'être bêtes, en fait, ils savent très bien que l'acte qu'ils sont en train de poser n'est pas le bon acte, mais comme l'objectif occulte, c'est de mettre le pouvoir en danger, ils vont quand même poser cet acte. Ce que j'ai compris de cette histoire,
c'est que monsieur le ministre n'a pas refusé le don du professeur Kamto parce qu'il était le don du professeur Kamto. Le professeur Kamto se serait déplacé ou alors s'il n'est pas en bonne santé, aurait envoyé son épouse ou son secrétaire particulier ou quelqu'un d'autre qui lui est proche remettre son don au ministre de la Santé, je ne pense pas que ça aurait posé le même problème. Qu'est-ce qui pose problème donc? Ce qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas l'arbre. On sait qu'il n'y a pas l'arbre. Tout le monde sait qu'il n'y a pas l'arbre. Puisque la chose querellée, c'est l'association qui a été créée par le MRC, mais qui ne semble pas avoir eu l'autorisation des autorités camerounaises. Donc, si vraiment c'est la santé des Camerounais qui préoccupe M. Kamto, ben, il se conforme. Il envoie son don et je pense que son don est la bienvenue parce que franchement... Mais il y a eu une correspondance lorsque ce don a été acheminé au ministère de la Santé publique. Il a été précisé que c'est un don venant du professeur Kamto. Alors, pourquoi, à travers la lecture de ce texte, il n'a pas été pris en compte le don et des observations faites à cette initiative? Parce qu'il y avait déjà provocation. Il y avait déjà provocation à partir du moment où le papier en tête n'était pas de M. Kamto. Si M. Kamto avait fait une lettre, parce qu'effectivement, M. Penda Ikoka aussi est un de ses proches, puisqu'il chemine depuis un bout de temps ensemble, M. Penda Ikoka aurait pu effectivement amener la lettre de M. Kamto et le don de M. Kamto pour le remettre au ministre de la Santé. Mais à partir du moment où il y a eu ce glissement, on comprend bien que M. Kamto voulait bien donner son don, mais en même temps créer cette nouvelle situation pour montrer aux Camerounais que voilà, vous voyez, j'ai amené mon don, mais personne ne le veut parce que je suis M. Kamto. Non. Dans ce contexte de crise sanitaire, Marlys Doualabé, la préoccupation du gouvernement doit-elle être d'identifier la présumée légalité ou l'illégalité d'une initiative, ou alors de pouvoir acquisitionner tous les dons venant des personnes de bonne foi qui veulent aider le gouvernement et aider le personnel soignant à avoir le matériel et les outils nécessaires pour faire face à cette pandémie? Alors, votre question a deux volets et je vais donner deux réponses. Premièrement, est-ce que le gouvernement a le droit de... Le gouvernement reste gouvernement et jusqu'à preuve du contraire, il pilote le pays sur tous les plans. Alors, ce n'est pas parce que nous sommes en situation difficile que, par exemple, le front de guerre contre le Nozo ne va pas continuer à être géré et contenu. Vous comprenez? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que M. Kamto, qui lui veut sauver les Camerounais, parce que le gouvernement, lui, ne veut pas sauver les Camerounais. Le gouvernement veut tuer les Camerounais. Mais lui, M. Kamto, le Jésus du Cameroun, veut sauver les Camerounais. Alors, qu'est-ce que ça lui coûte de faire une lettre? Une lettre, sans qu'il y ait la référence à cette association. Est-ce que vous pouvez aussi poser cette question? Posez-lui la question parce que je suis sûr qu'il est en train de nous suivre. Demandez-lui, professeur Kamto, pourquoi n'avez-vous pas fait simple en écrivant une lettre signée par vous pour que votre don personnel, en tant que Camerounais conscient et qui veut accompagner la riposte, est en train de poser? Posez-lui la question, peut-être qu'il a une bonne réponse, mais moi je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse. Après vous, Marlys Doualabé, j'aimerais avoir la réaction d'Edmond Kambia. Le MRC estime qu'il y a une instrumentalisation de la part du pouvoir de la lutte contre le Covid-19, et dans les rangs du parti au pouvoir, on dénonce la démarche menée par le professeur Maurice Kamto, et on insiste sur l'illégalité de l'initiative Survie Cameroun, demandant à ce qu'il change de procédure, raison pour laquelle il a été renvoyé vers le ministère de l'administration territoriale. Comment appréciez-vous les arguments des uns et des autres sur cette controverse autour de ce don refusé par le gouvernement? D'abord, Céline Fellé, il faut dire que nous trouvons dans une situation très difficile. Nous menons une guerre sanitaire. Nous luttons avec les moyens que nous avons, qui sont si fragiles, qui sont si insuffisants contre le coronavirus. Et voilà que un citoyen camerounais, fût-il président de parti politique, décide d'envoyer son don à travers
le responsable d'une initiative, il va au ministère de la Santé publique, son don est refusé. Je voudrais dire à Marlise Doualabel tout à l'heure, qui a dit que son don n'a pas été refusé, que lorsque vous êtes un citoyen, personne physique ou morale, vous allez vers le ministère concerné, approprié, compétent pour recevoir les dons, et que ce don n'est pas réceptionné, c'est qu'il est refusé. Ça, nous parlons en français. Le don a été refusé. Maintenant, pour le juridisme, on va en parler tout à l'heure. Je voudrais dire que j'ai été personnellement outré par le refus de ce don. Et je me suis permis le lendemain de faire un tour avec quelques collègues dans les hôpitaux publics et privés de la place pour recueillir le sentiment de quelques personnels soignants. Et je peux vous dire qu'ils étaient dépassés. Je dis, dans les hôpitaux publics, comme dans les hôpitaux et cliniques privés, ils étaient ahuris par le refus de réceptionner le don de Maurice Kamto. Parce qu'ils sont dans le besoin, les personnels de santé. Et l'un de leurs représentants est intervenu il y a quelques heures dans une radio de la place RFI pour exprimer toute sa colère, en disant même que si ce don venait de l'enfer comme du paradis, il fallait d'abord le réceptionner, parce que les personnels soignants meurent, médecins comme infirmiers, ils meurent parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour soigner les Camerounais. Et voyez-vous, quand j'ai rencontré la plupart de ces personnels soignants, et ce que je déplore, c'est que très peu ont le courage de dénoncer publiquement le ministre de la Santé. Il y en a qui le font, mais très peu, pour des raisons carriéristes sans doute, n'ont pas le courage de le dire officiellement qu'ils sont contre. Mais leur responsable, le responsable de leur syndicat a dénoncé cela. Je voudrais dire que ça a choqué non seulement les personnels soignants, mais la majorité des Camerounais que nous avons pu approcher sur la question. Voyez-vous, je disais tantôt qu'il n'y a pas que les personnels soignants qui meurent, mais il y a les Camerounais qui meurent tous les jours de suite de Covid-19. Et lorsqu'on a la possibilité d'avoir ainsi 10 000 masques barrières pour les populations, 6 800 masques chirurgicaux pour les médecins, 950 tests. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui passent des commandes, y compris des pays développés, et les masques n'arrivent toujours pas dans les délais escomptés? Le Cameroun lui-même a passé des commandes. Jusqu'à aujourd'hui, la plupart des commandes ne sont pas encore réceptionnées. Et quand j'ai écouté monsieur le ministre de la Santé dire dans un média que peuvent faire les 10 000 masques de monsieur Kamto, monsieur le ministre de la Santé, ce que vous dites participe de ce que un citoyen camerounais qui s'appelle Achille Koto appelle un acte vil et immonde. C'est de la cruauté. C'est inqualifiable, c'est innommable, c'est méchant. Nous avons, depuis le début des déclenchements du corona, de la propagation du coronavirus au Cameroun, soutenu le ministre de la Santé. Nous avons soutenu le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers les différentes mesures qui sont prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais cette fois-ci, nous disons non à monsieur le ministre de la Santé. Nous disons non à ce gouvernement. Parce qu'il fallait réceptionner ce don pour sauver les Camerounais. Nous sommes dans un état de nécessité qui fait loi. Edmond Kamgia, le ministre... On ne doit pas s'embarrasser de considérations quelconques. Edmond Kamgia, le ministre de la Santé publique, a déclaré sur les antennes de RFI qu'il y a 350 000 masques en cours d'acheminement dans les différentes régions du Cameroun et qu'il ne faudrait pas une politisation de cette décision. Il estime que si Maurice Kamto était venu lui-même, il aurait reçu ce don en matériel médical. Est-ce que pour vous, ces clarifications permettent de comprendre la situation qui s'est déroulée durant ce jour-là? Mais ça ne tient pas. Je ne voulais pas revenir sur ce que M. Sikati a dit tantôt. Est-ce que Dangote était physiquement présent pour remettre ses dons? Il s'est fait représenter. Et beaucoup d'autres personnalités camerounaises et non camerounaises, y compris le bienfaiteur chinois, lorsqu'il a envoyé ces dons au Cameroun qui ont été réceptionnés à l'aéroport de Simalène, est-ce qu'il était présent, le bienfaiteur chinois? Ils sont nombreux, Camerounais, non Camerounais, qui sont allés voir le ministre de la Santé qui a réceptionné les dons. Donc ça ne tient pas debout que
que seule la présence physique de Maurice Kamto aurait réglé l'affaire. Je dis non, ça ne tient pas debout. Et je disais donc tantôt qu'il ne faut pas s'embarrasser de juridismes qui ne tiennent pas la route. Parce que voyez-vous, les initiatives citoyennes et populaires, nous en avons connu dans ce pays. Nous avons connu le coup de cœur lorsque les Lions ont été qualifiés pour la Coupe du Monde 94. Il ne me semble pas qu'une association a été créée pour réceptionner les dons des Camerounais. C'était une initiative citoyenne et populaire à laquelle ont participé la majorité des Camerounais. Lorsqu'il y a eu le coup de cœur, haute initiative contre Boko Haram, les Camerounais de tous les coins du Cameroun ont participé massivement, y compris les enfants. Lorsqu'il a fallu soutenir nos frères et sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest, à cause de cette guerre innommable, cruelle, qui n'a pas lieu d'être depuis 4 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, les Camerounais ont encore contribué dans cette initiative populaire pour sauver des vies. Ne nous embarrassons pas de juridisme de mauvaise loi. Et je dois dire ici à monsieur, je m'adresse cette fois-ci à monsieur le ministre de la Santé. Parce que quand il a réagi en ne réceptionnant pas le don de ce concitoyen, leader politique, il lui a demandé de prendre attache avec un autre membre du gouvernement. La question que je lui pose est celle-ci. Lorsqu'il demande à M. Penda Ekoka, qui gère le projet Suivi Cameroun Survival Initiative, de se rapprocher du MINAT, je veux lui poser la question de savoir, est-ce que le ministre de l'administration territoriale et le chef du gouvernement n'était-il pas plus décent de dire, rapprochez-vous du premier ministre chef du gouvernement, parce qu'un gouvernement a un chef, et c'est John Gouté. Justement, on va en parler dans l'émission Edmond Kambia. Avec vous, Maître Désiré Sikati, le ministre de la Santé publique, justement, a insisté sur la conformité légale de l'initiative Survie Cameroun, considérée par le gouvernement comme une association illégale, raison pour laquelle, selon lui, il a envoyé l'initiative Survie Cameroun vers le ministère de l'administration territoriale afin que cette initiative se conforme à la loi et y dépose son don en matériel médical, donc pour aider le gouvernement camerounais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Que pensez-vous de cette sortie du ministre de la Santé publique? Mais déjà, il faut quand même se rappeler que le professeur Kamto n'est pas la seule personne qui a apporté sa contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous en avons cité d'autres personnes ici, notamment Diakma, Dangote, Gouchingue Sylvestre, Orca. Dans aucune de ces personnes-là ne s'est déporté personnellement pour voir le ministre concerné pour lui remettre le don. Non, il faut dire que lorsqu'on est dans une situation de crise, ce qu'on doit privilégier, c'est le résultat. Les détails, ça ne compte pas du tout. Les détails, ça ne compte pas. Vous voyez les Américains aujourd'hui. Donald Trump suspecte la Chine d'avoir, à travers le Covid-19, mis sur pied une arme bactériologique. Mais ça n'empêche pas les Américains de se pourvoir en masque en Chine. C'est ce que ça veut dire. En période d'urgence, en période de crise sanitaire, il faut privilégier les résultats. Les détails juridiques, ça ne compte pas du tout. Mais le gouvernement peut soupçonner qu'il y ait d'autres intentions derrière l'initiative Survie Cameroun. L'initiative Survie Cameroun est un projet transparent. Lorsque vous regardez la configuration de ces initiatives, les personnes qui portent le projet, d'abord, c'est des personnes, en majorité, c'est des personnes de la société civile, mais en plus, les personnes, le gouvernement est associé, parce qu'il y a des représentants du gouvernement qui ont été associés à ce projet. Et c'est le régime qui a refusé d'y associer les représentants demandés par initiative, par Suivi Cameroun. Il faut le dire. Donc, ne rentrons pas dans ce genre de polémique qui nous échappe, qui nous amène à éviter le véritable sujet, à éviter le point, l'aspect le plus important, qui est la contribution de chaque Camerounais pour la résolution de cette crise sanitaire. La question, moi j'ai écouté hier le président du syndicat des personnels de santé, Sylvestre Ngaonana, mais il se posait la question de savoir, est-ce que le virus du Covid-19 a une connotation politique? Comment ça se fait qu'on refuse le don d'une personne du simple fait que cette personne-là est présidente d'un parti politique? Mais le problème officiel, c'est l'initiative Survie Cameroun, considérée comme une association illégale. L'argument que brandit le gouvernement, ça c'est un argument. C'est un matériel médical du professeur Maurice Kamto. C'est un argument fallacieux. D'autres personnes appelleraient ça un cache-sexe.
Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que si le professeur Kamto n'était pas leader d'un parti politique qui a pignon sur rue, et que dans les conditions actuelles, il donnait le même don, je dis bien dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, eh bien, je peux vous persuader que le ministre de la Santé aurait reçu le don. Le problème, c'est que le régime qui dirige le Cameroun a l'impression que tout le monde est dans cette logique d'instrumentalisation honteuse des actes humanitaires, des actes élémentaires. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense qu'il est aussi de la responsabilité des hommes politiques d'être aux côtés des populations lorsqu'elles sont dans une situation de détresse. Il ne faut pas confiner les hommes politiques à des gens qui vont seulement à la quête du suffrage lorsque les opérations électorales arrivent. Je pense que le professeur Kamto, l'initiative Suivi Cameroun, tous ceux qui la portent sont dans leur rôle. Mais ils sont dans leur rôle. Mais j'ai du mal à comprendre. Il y a de cela, hier, j'ai vu dans un département ou bien dans un quartier de mon village, le don de M. Paul Biya qui était évalué à 2 milliards, une partie a été partagée dans ce quartier qui compte 2500 habitants. Mais je peux vous dire que des gens s'en sont sortis, 2500 habitants, avec 5 morceaux de savon, 225 francs à l'unité, avec 6 masques, pour 2500 personnes. Mais vous appelez ça une assistance? Mais j'ai envie de... Quand j'entends le ministre de la Santé minimiser 950 kits de désinfection, de dépistage, mais il minimise alors que ces kits-là peuvent permettre de dépister 40 000 personnes. 40 000 personnes, parce qu'un kit, quand je dis dépister, ou bien de lutter contre la maladie, vis-à-vis de 40 000 personnes. Les experts disent qu'aujourd'hui, une seule personne malade peut contaminer 3 à 4 personnes. Et vous refusez 950 kits. Vous minimisez 10 000 masques barrières, parce que vous avez 350 000 masques qui arrivent après. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est ce qu'on appelle de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Et le peuple camerounais doit être conscient que certaines personnes, le rôle du gouvernement n'est pas de manipuler les dons. Le rôle du gouvernement n'est pas de manipuler les initiatives privées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette mauvaise manie, de ce régime qui consiste à tout instrumentaliser. Tout instrumentaliser. D'où vient-il que dans un pays, un régime qui est supposé être équitable vis-à-vis de tous les Camerounais mette sur pied une officine avec des gens qui ont des ordinateurs payés, qui ont une connexion Internet haut débit et qui utilisent des profils avec des noms des gens de l'Ouest pour faire croire que les ressortissants du Nord sont des moutons. Dans quel pays est-ce qu'on peut supporter ça? Je dis que c'est absurde, c'est abject, c'est inadmissible. Restons sur le sujet. Le ministre de la Santé publique estime que même si nous sommes en période de crise sanitaire, les lois et règlements de la République doivent être respectés concernant l'initiative Survie Cameroun, qui, aux yeux du gouvernement, n'est pas une association ayant respecté la démarche légale pour son existence et pour mener ses activités. Et le ministre de l'administration territoriale a rappelé que c'est lui qui donne les autorisations pour ce type de collecte qui a été mise en place par les organisateurs et les dirigeants de l'initiative Survie Cameroun et le président du MRC. Ces arguments, selon vous, brandis par le gouvernement, justifient-ils les réserves quant à la réception et l'acquisition du don en matériel effectué par le professeur Maurice Kamto? Mais déjà, Cédric, il faut quand même se rappeler que le Cameroun est supposé être un état de droit. Ce qui signifie que lorsque le ministre reproche au MRC ou bien à l'initiative Suivi Cameroun de ne pas respecter la loi, il faut aussi se rappeler que nous sommes dans un pays qui a des institutions judiciaires qui devraient être saisies en pareille circonstance pour qu'une décision contradictoire soit prise. Le ministre ne peut pas se contenter de s'asseoir dans son cabinet, de demander à des opérateurs de téléphonie mobile auprès desquels sont domiciliés des comptes de monnaie électronique, de suspendre les comptes dont il parle. Il ne peut pas se contenter de faire ça. Et puis, il faut être capable dans la situation actuelle, parce que lorsqu'on parle de crise sanitaire, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans le cadre du fonctionnement normal de la vie courante. La crise sanitaire est un événement qui vient impacter négativement nos vies. Donc, si nous avons des Camerounais qui décident d'apporter leur contribution pour combattre ces crises-là, je pense qu'à un certain moment, il faut faire fi des petits détails qu'on peut régler après. Parce que le ministre, à partir du moment où, j'ai bien dit, peut-être ça vous a échappé, à partir du moment où le projet demande à être associé, demande au gouvernement d'associer certains membres, c'est pour des questions de transparence. Quel est le but de la loi?
lorsque, par exemple, le ministre dit qu'il aurait fallu demander l'autorisation. Mais c'est parce qu'il est question de vérifier que le projet n'est pas un projet qui tend d'abord à détourner l'argent des gens, qui tend à une finalité autre que celle qui a été annoncée, par exemple, prendre l'argent des gens pour commettre des actes qui sont illégaux. Mais à partir du moment où vous demandez à associer le représentant de la délégation générale de la Sûreté nationale, le représentant du ministère de la Défense, le représentant du MINEFI, tous ces gens-là travaillent pour le gouvernement. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont dans le projet et qu'ils le managent avec M. Christian Pendai-Koka et tous les autres, d'ailleurs, il y a la plupart, je dis bien la plupart des personnes qui sont impliquées dans la conduite de cette opération-là sont de la société civile. Vous avez par exemple la présidente du REDAC aussi. Donc, si l'opération à un certain moment s'avère être contraire à ce qui a été annoncé avant, je pense que la vérité va être dite. Alors, j'aimerais... Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que je ne vois pas quelle serait l'urgence pour monsieur le ministre de l'administration territoriale de bloquer un projet, sacrifiant ainsi la santé et les vies des gens, pour la simple raison que d'après lui, eh bien, l'opération serait illégale. Encore, je dis, la question de l'égalité est discutable parce que les arguments que monsieur le ministre de l'administration territoriale développe sont des arguments qui, à notre sens, ne tiennent pas. Mais nous disons qu'il y a une situation urgente. Les questions de controverses juridiques, d'interprétation des lois sont des questions qu'on peut voir après. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Justement, on va prendre la réaction du docteur Christian Ondo-Meva, médecin-chef de service de chirurgie générale dans une clinique à Dillenburg en Allemagne, sur cette initiative Survie Cameroun, de ce refus à la fois du gouvernement et des porteurs de l'initiative Survie Cameroun. Très isolante. Question comme c'est dans la vie. Nous voyons ça en Allemagne. Les adversaires tout farouches de la chancelière américaine se sont normés, se sont placés derrière la pour la soutenir. C'est vraiment dommage de voir qu'on essaye de faire deux têtes dans la commande d'un problème de ce genre, d'une situation comme celle-ci-là. C'est vraiment regrettable, très regrettable. Merci pour votre réaction, docteur Christian Ondo-Meva, qui estime que c'est regrettable d'en arriver là, de vivre une telle scène au moment où le personnel soignant est dans le besoin. Marlise Doualabel, il y a un président de syndicat des personnes de santé qui a critiqué l'attitude du gouvernement qui est, lui, refusant ces masques et ces kits importants pour les tests du Covid-19, estimant qu'il y a des besoins importants qui se posent aujourd'hui dans les 5 à 6 régions. On est déjà à plus même de 6 régions concernées par le Covid-19. Et pourquoi s'attarder sur de tels détails du juridisme, comme le souligne ici le militant du MRC, au moment où les Camerounais, à la fois personnel de santé et des Camerounais atteints du Covid, ont besoin de ces différents matériels pour optimiser la prise en charge médicale. Monsieur Kamgia, je n'ai pas la même maîtrise de la langue française que vous, mais je crois que mon niveau est suffisant pour faire la différence entre un don refusé et un don réorienté. Le ministre n'a pas dit qu'il ne veut pas du don. Le ministre a dit qu'il n'est pas la bonne porte. Pour moi, ce n'est pas un refus. Pour continuer, quand Dangote ou le Chinois envoie son don, il ne se présente pas personnellement, mais il ne met pas sa lettre sur un papier en tête qui appartient à une association nigériane ou une association du quartier Ngodi. Il met sa lettre sur un papier en tête qui lui appartient pour qu'il soit véritablement identifié comme la personne qui fait don de ce matériel. Donc, si vraiment c'était si sain que ça, si c'était si sans arrière-pensée, s'il n'y avait pas manipulation, qu'est-ce que M. Pendai-Koka aurait dû faire? Une fois sorti de chez M. le ministre, il serait allé rencontrer M.
Kamto, le professeur Kamto, pour lui dire, professeur, je suis allé, mais je n'ai pas pu réussir parce que voilà ce qui m'a été opposé. Donc moi, je pense que vous pourriez reprendre la même lettre, mais sur un papier en tête qui est de vous, et puis je retourne voir monsieur le ministre. C'était simple comme bonjour. Mais tout de suite, ça a fait l'objet d'une communication publique pour démontrer que le gouvernement ne veut pas de ce don parce qu'il vient du professeur Kamto. Ce que je voulais également dire, quand vous conviez sur votre plateau des personnes comme, il est docteur ou professeur? Docteur Christian Ondomeva, qui est en Allemagne, c'est un Camerounais, médecin-chef de service de chirurgie générale. Ok, docteur, faites vite pour être professeur, hein, parce que ici chez nous, c'est la compétition au professorat. Je suis désolé, vous n'invitez que les personnes qui vont soutenir le point de vue qui vous arrange. Parce que je ne vois pas pourquoi ce médecin ne poserait pas la même question au professeur Kamto. Ok, les gens sont en souffrance. Ok, on a besoin des kits. Mais si ce n'est qu'une affaire simple j'allais dire technique, logistique, mais changer de papier en tête, aller donner et remettez, et le personnel médical recevra son don. Ce qui serait embêtant, c'est que le professeur Kamto, reprenant sa lettre et retournant donner son don à monsieur le ministre, que ce don soit refusé. Parce que moi-même, je serais en colère. Moi-même, je serais en colère parce que je ne verrai plus le dysfonctionnement créé par cette démarche. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Maintenant, quand on dit quand il y a la guerre, quand il y a la guerre, et qu'un pays, bon, là ce n'est pas le cas, mais je veux exagérer pour que l'image soit plus saisissante. Vous avez un pays ennemi à côté de vous. Maintenant, un autre pays vous attaque. Et ce pays ennemi veut venir participer à vous aider. La première des choses, c'est la suspicion. Vrai ou faux? C'est pour ça que... Et puis, dénommer une association Survie Cameroun. Survie Cameroun, que c'est quoi? C'est le MRC qui vient faire vivre le Cameroun. Il fallait même trouver un autre nom. Ça a compliqué les choses. Mais pour moi, hein, pas pour le ministre, pour moi. Je trouve que même l'appellation de cette association cache déjà quelque chose, un message, une manipulation des intelligences que moi j'ai perçu et que peut-être d'autres ont perçu. Donc pour moi, monsieur Kamto, si vous êtes chez vous, si vous m'entendez, vous êtes un citoyen de ce pays respecté par beaucoup de personnes. Vous voulez poser un acte marquant. Vraiment, faites preuve d'humilité, de citoyenneté, conformez-vous, ça ne vous coûte rien, puisque en côté de ça, vous sauvez des vies. Marlise Dolabel, vous parlez de conformité au moment où le Cameroun fait face à une crise sanitaire. Vous l'observez certainement dans les différents grands carrefours de la ville de Douala. Des Camerounais aussi, dans leur quartier, ont pris l'initiative de s'organiser pour faire respecter les mesures barrières, pour soutenir les familles en difficulté en leur offrant quelques matériels et denrées alimentaires. Fallait-il aussi que cela se rapproche du sous-préfet, du préfet, afin de pouvoir mener de telles initiatives? Non, j'ai mené une action similaire dans mon village, d'accord? Et je n'ai eu besoin d'aucune autorisation. En leader responsable que je suis, mon souci c'était que les masques qui m'ont été offerts par une association des jeunes de la diaspora soient conformes à ce qui est admis dans notre pays. Mais je n'ai eu besoin d'aucune autre autorisation. Ça veut dire effectivement que le MRC peut prendre ses cartons et se mettre dans tous les carrefours de la ville, les distribuer. Mais quand une formation politique décide de respecter, puisque le ministre, là, on n'est pas sur le ministre de l'administration territoriale a demandé à ce que toutes les contributions soient faites dans le cadre prescrit par le chef de l'État. Et ce cadre, je vous en prie, Marlise Dolabel, ce cadre, c'est celui du ministère de la Santé publique, puisque c'est lui qui reçoit presque tous les dons venant des organisations, qu'elles soient non gouvernementales, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Alors, quand on s'appesantit sur de tels détails, on donne le sentiment à la fois qu'il y a un poids, deux mesures, selon les personnalités qui se présentent devant le gouvernement pour effectuer leurs dons. Vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous. Nous n'avons pas la même opinion politique. Je l'ai compris depuis très longtemps.
Et pourtant, je vous trouve d'autres qualités qui font que je suis fier d'avoir un citoyen camerounais comme vous. Et je vous pose des questions Maintenant, concernant les faits, questions, alors, ce qui se déroule actuellement au Cameroun. Posez-moi alors la question de manière intelligente. Parce que ce dont il est débat, ce qui fait débat actuellement, c'est le fait que M. Kamto, voulant donner son don, le mette sur un papier en tête d'une association qui n'est pas validée. Mais qu'est-ce que ça lui coûte de changer de papier en tête? Alors, Maître Désiré Sikaki, il a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qui coûte au MRC et son président Maurice Kamto de pouvoir aller lui-même effectuer ce don, ou alors de le faire à titre personnel et non à travers l'initiative Survie Cameroun, qui pour le gouvernement pose un certain nombre de problèmes en matière de conformité? Ben, déjà, je pense que Mme Douala Bell n'a pas bien saisi le sens de l'initiative Suivi Cameroun. Suivi Cameroun n'est pas une association. Suivi Cameroun, c'est une opération qui a été mise sur pied par le MRC pour dépolitiser sa participation à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ça veut dire que le MRC aurait pu décider de faire la collecte de dons et d'intervenir à travers un parti politique, que vous auriez eu raison de dire, eh bien, le MRC voudrait récupérer la souffrance sanitaire des Camerounais à des fonds politiques. Nous avons donc décidé de nous départir de cet aspect politique-là en mettant l'opération que nous avons appelée Suivi Cameroun sous la conduite des personnes indépendantes. Donc ce n'est pas une association, ça c'est la première chose. Et ces personnes indépendantes sont M. Christian Pendaïkoka, Maître Yondo Blar Mandenge, ainsi que beaucoup d'autres personnes que certainement vous connaissez. Donc maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi le professeur Kamto. Et qu'il y a une correspondance qui est faite. Déjà, la correspondance, ce n'est pas le professeur Kamto. La correspondance porte l'entête de Suivi Cameroun et est signée de Christian Pendaïkoka. Il faudrait que vous compreniez que dans une opération de collecte des dons, ceux qui font les choses normalement ont le devoir de rendre compte. Ça veut dire que ceux qui vous ont donné l'argent à un certain moment doivent savoir quelle est la destination prise par cet argent-là. Donc, lorsque vous remettez donc des dons à l'administration, vous avez le devoir qu'il y ait une traçabilité pour la reddition future des comptes. C'est comme ça que ça se fait si vous avez fait comptabilité. Oui. Vous avez le devoir. Deuxième chose, M. Noufélé, il a emboîté là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale a dit qu'on doit avoir une opération unique, où tous les dons doivent être centralisés. Mais j'ai du mal à comprendre qu'à partir du moment où Survie Cameroun offre les dons qui en temps normal auraient pu être remis aux populations directement, quand Suivi Cameroun offre ce don-là à l'État, au gouvernement, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que l'État, le gouvernement doit refuser. Mais parce qu'il y a déjà palabre. Il y a déjà palabre parce que Survie Cameroun n'est pas autorisé. Non, Suivi Cameroun, je pense que on n'a pas besoin d'autoriser. Je dis bien, on n'a pas besoin d'autoriser. La levée des fonds publics, le nom de baptême de l'opération. On aurait pu dire Suivi Cameroun. Peut-être même Suivi Cameroun, ça vous hérisse un peu le poil parce que je vous ai entendu dire pourquoi on dit Suivi Cameroun. Oui. On est tous des patriotes. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Pour vous, pour moi aussi. Non, mais attendez, mais vous pouvez me sauver, madame. Peut-être je ne peux pas vous sauver, vous me minimisez, mais vous pouvez me sauver. J'en serais très fier. Donc, Suivi Cameroun, c'est le nom du projet. Ce n'est pas une association. Donc, et je dis à partir du moment où nous avons dans notre pays des structures juridictionnelles qui peuvent contrôler la régularité des actes qui ont été posés, l'origine des fonds, la destination des fonds. L'urgence n'est pas de rentrer dans des polémiques juridiques inutiles qui peuvent être faites après. C'est de ça que je parle. Si M. Atangandji décide d'abord, disons quand je dis Atangandji, tout le gouvernement décide de recevoir la participation du Suivi Cameroun, qui en réalité Suivi Cameroun qui est proposé par le MRC. Si le gouvernement reçoit ça et demain dit, eh bien bon, nous avons aidé les Camerounais, nous avons soigné des gens, le Covid-19 a été éradiqué au Cameroun, maintenant dites-nous où venait l'argent, où serait le mal? Alors après vous, Edmond Kandia, il y a un bras de fer selon la presse internationale, entre le gouvernement et le professeur Maurice Kamto sur l'initiative qui a été mise sur pied. Le gouvernement estime que c'est illégal et soupçonne le professeur Maurice Kamto de chercher une légitimité de cette initiative à travers le don acheminé au ministère de la Santé publique. Quelles seraient les conséquences de ce bras de fer au moment où le Cameroun fait face à cette pandémie de Covid-19, au moment où les cas de Covid se multiplient à travers le pays? Les conséquences immédiates et directes de ce qu'on peut considérer comme, entre guillemets, bras de fer, c'est que les Camerounais vont continuer à mourir de Covid-19, les médecins
vont mourir parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'équipement, de matériel pour se protéger. Les malades vont de plus en plus plonger et les populations ne pourront pas être dépistées avec le matériel des kits de tests suffisants. Aujourd'hui, ce millier, 950 kits, aurait pu aider à tester les Camerounais, à savoir quelle est leur situation, leur statut réel. Et ces masques, ces 10 000 masques barrières, auraient aidé au moins 10 000 Camerounais déjà à éviter la possibilité de se faire contaminer. Et les 6 800 masques chirurgicaux auraient certainement aidé des médecins qui n'attendent que ça dans les hôpitaux, y compris les hôpitaux officiels dédiés pour la circonstance que le ministre de la Santé a recensé. Mais je dois dire que même les hôpitaux privés, les cliniques ont besoin de matériel pour soigner, pour les médecins. Ça va le sauver. Malice Doualabel. Oui, mon cher. Vous permettez que je déroule? Parce que visiblement, ça vous gêne lorsque je dis que la vie des Camerounais est en danger. Les Camerounais meurent. Simplement parce que M. Kamto ne veut pas aller déposer son don. Mais justement, si les Camerounais ne doivent pas mourir, M. Kamto le sait, et il voit qu'il y a un semblant d'argumentaire qui ne tient pas la route. Mais qu'est-ce que ça lui coûte de faire le bon geste pour que les Camerounais Je suis dans les conséquences directes, Malice Doualabel. Oui, mais les conséquences directes, les gens mourront parce que M. Kamto les médecins seront de moins, les personnels soignants. C'est tout. Médecins, infirmiers seront de moins en moins protégés pour soigner les malades. Les Camerounais vont de plus en plus mourir. Et je voudrais dire, j'interpelle encore une fois de plus le ministre de la Santé, qui nous dise, les cas qu'on énonce tout le temps, on est dans les 2000 cas aujourd'hui, qu'on nous dise à partir de combien de cas testés au Cameroun on a pu parvenir à 2000 cas testés positifs. Il faut qu'il y ait eu de la transparence lorsqu'on publie les résultats. Parce que de plus en plus aujourd'hui, les Camerounais, le sentiment... Il y a eu 9254 personnes testées à ce jour. Mais les chiffres sont dans... je pense que ce ministre communique tous les jours. Comment vous n'avez pas cette information? Madame Malice Doualabel, oui, j'interpelle monsieur le ministre. À moins que vous soyez devenu le porte-parole de monsieur le ministre de la Santé. Non, pas du tout. Je voudrais qu'il nous explique. Non seulement le nombre, vous ne m'avez pas laissé terminer, Malice Doualabel. Non seulement, vous avez répondu sur un volet de ma question. Le premier volet, c'était le nombre de personnes testées. Vous avez répondu, encore faut-il vérifier si c'est effectivement ce nombre. Le deuxième volet de ma question, à partir de quels critères, quels mécanismes utiliser pour parvenir à savoir que voici, nous sommes à 2000 ou 2200 cas. Et qu'effectivement, voici le nombre de cas guéris. Que ce soit possible, que la presse puisse accéder à ces informations et que l'on sache aujourd'hui, parce que nous sommes en une cinquantaine, voire une soixantaine de cas décédés, j'ai le sentiment que le gouvernement semble se féliciter de ce qui est, selon eux, pas assez de morts, pas trop de morts. Mais voyez-vous, on va revenir là-dessus tout à l'heure, Cédric Noufellet, quand on va commenter sur les dernières mesures d'assouplissement prises par le gouvernement dans le cadre du plan de riposte, pour comprendre que le gouvernement n'a justement pas compris ce qu'il fallait faire par rapport à la lutte contre la propagation du coronavirus. Edmond Kamgia, le gouvernement s'est montré optimiste lors de la sortie du Premier ministre Joseph John Routé, estimant que la situation sanitaire est en train d'être maîtrisée, raison pour laquelle il a procédé, Maître Désiré Sikati, à l'assouplissement des mesures de restriction prises depuis le 17 mars 2020. Parmi les mesures qui suscitent la controverse, il y a l'ouverture des bars, des snacks et buvettes au-delà de 18 heures, avec obligation de respecter la distanciation sociale et les mesures barrières. À peine le chef du gouvernement a terminé ses propos que les Camerounais avaient déjà envahi ces lieux de réjouissance. Ensuite, durant le 1er mai, fête du travail, il y a eu du beau monde dans les rues, dans les différents restaurants et autres discothèques. Aucune mesure barrière respectée. Comment appréciez-vous cette décision du gouvernement de procéder à l'assouplissement des mesures dans un contexte de crise sanitaire, alors que les autorités, les différents personnels de santé, eux, émettent des réserves sur la situation actuelle? Je dirais que les Camerounais sont victimes
du tâtonnement du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a ce type de mesures contradictoires. Vous vous souvenez certainement qu'à aucun moment le gouvernement n'a décrété le confinement, mais dans plusieurs publications du ministre de la Santé, vous allez toujours voir qu'il termine en disant « restez chez vous ». Donc en même temps, on ne demande pas officiellement aux gens de se confiner, mais on souhaite qu'ils se confinent. Bon, à côté de ça, je me souviens que lorsque la décision d'interdire ou bien d'ordonner la fermeture des bars à partir de 18h, des bars, restaurants, début de boissons, snacks, à partir de 18h avait été prise, le Cameroun était à quelque chose comme environ 150 cas des personnes dépistées, contaminées. Bon, je n'arrive pas à comprendre comment pour 150 cas, on peut ordonner la fermeture de tous les établissements dont on parle, mais lorsqu'on est à plus de 2000 cas, on décide de les rouvrir. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on rouvre les bars, les débits de boissons, alors que la maladie est en train de prendre une ampleur que nous ne parvenons pas à contrôler. Donc, quand j'entends la représentante du RDPC dire que le ministre de la Santé et même le Premier ministre estiment que la pandémie est sur le point d'être contenue, moi j'ai envie de dire comment est-ce qu'on peut contenir une pandémie dont on ne connaît même pas le pic, dont on ne connaît pas. Je voudrais quand même rappeler aussi que le ministre de la Santé avait dit que des campagnes de dépistage à domicile commenceraient le 2 avril. Nous sommes pratiquement aujourd'hui le 3 mai, c'est-à-dire ça fait plus d'un mois. Je ne sais pas s'il y a un seul Camerounais qui a vu des agents du ministère de la Santé frapper à son domicile pour un dépistage. Je ne sais pas, en tout cas moi j'en ai pas vu. À côté de ça, on voit très bien que le personnel hospitalier est dans une situation de détresse. Détresse déjà parce qu'il n'y a pas assez de matériel pour prodiguer des soins. À côté de ça, vous avez également cette cacophonie au sein du gouvernement. D'ailleurs, quand je parle de cacophonie au sein du gouvernement, vous avez vu que la communication même sur le Covid-19, c'est une communication alambiquée. Le Premier ministre a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler les membres de son gouvernement à la raison pour qu'il y ait plus d'harmonie. Donc, je suis quand même assez surpris parce que autant on demande aux gens, parce que demander de rouvrir les bars à partir de 18h, c'est demander incidemment aux Camerounais de se comporter comme si on était dans une situation de vie normale. Mais le ministre a insisté, le Premier ministre a insisté sur l'obligation de respecter la distanciation sociale et les mesures barrières, même si ces différents établissements de divertissement sont réouverts. Ben, il est une chose entre demander de respecter et que ce qu'on demande de respecter soit effectivement respecté. On sait très bien que les Camerounais vivent pratiquement à 70% dans la précarité. Ils sont dans le secteur informel, ils se cherchent comme tout le monde aime si bien le dire. Mais moi, je marche quand même, je suis né ici à Douala, je connais bien la ville, donc il y a difficilement un recoin de Douala que je ne connais pas. Donc je marche, je vois comment les gens se comportent dans les coins populaires. Allez que ce soit au marché central, au marché de Bonami Bounsadi, au marché de Bonowanda à Bipanda, au marché de New Dedo. Vous allez voir que les activités commerciales se passent là-bas comme à l'accoutumée. C'est que nous appelons distanciation. Peut-être qu'il n'y a que nous autres qui pouvons respecter ça. Mais ceux qui rament au quotidien, qui tirent le diable par la queue au quotidien pour vivre, ils ne respectent pas ça. Moi, le rôle du gouvernement, c'est aussi d'être honnête vis-à-vis des populations. Si le gouvernement a décidé de recourir à ce que certains pays ont appelé l'immunité collective, il faut le dire clairement aux Camerounais. Immunité collective veut dire qu'on laisse la maladie se répandre au sein de la population pour développer une forme d'immunité. Mais il faut aussi être capable de dire, parce que j'ai vu un certain nombre d'experts dire que le gouvernement, sans le dire, a recouru à l'immunité collective. Mais il faut également dire que les experts dans le domaine de la santé disent que pour aboutir à un bon résultat avec l'immunité collective, il faut contaminer, il faut avoir au moins 70% de la population qui est contaminée. Maintenant, pour une population de 25 millions d'habitants, que le Cameroun compte, mais si vous prenez la proportion de 70%, on est à 17 500 000. Je prends 17 500 000. Et monsieur le ministre de la Santé a dit le taux de létalité, ou bien le taux de mortalité du coronavirus actuellement au Cameroun est de l'ordre de 4,2%. Donc si vous faites le rapprochement de 4,2% sur 17 500 000 habitants, vous vous retrouvez dans une proportion de 735 000 personnes qui vont donc être sacrifiées si on recourt à ce que le gouvernement est en train d'appliquer sans le dire, l'immunité collective. Moi, je trouve ça, oui. Pour moi, c'est diabolique. Pour moi, c'est inadmissible. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que sur le marché international, le prix du pétrole a baissé. Ce qui veut dire, par exemple, que le gouvernement fait des économies en termes de subventions sur le carburant. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là
et reverser à des personnes qui vont par exemple souffrir au cas où on décide d'un véritable confinement. Moi j'ai du mal à comprendre qu'un pays, des grands pays qui ont un système de santé assez avancé prennent des mesures draconiennes et que nous les Camerounais qui non seulement avons un système sanitaire qui ne marche pas, mais dont nous avons aussi la malchance qu'il soit impulsé par des dirigeants irresponsables et que j'ai du mal à comprendre que nous estimons que c'est le hasard qui va nous sortir de cette situation. Après vous me désirez Sikati, nous avons un expert dans cette émission. Il est en direct sur Skype en Allemagne, un pays également qui a pu contenir la pandémie du coronavirus. Docteur Christian Ondomeva, vous avez suivi qu'au Cameroun, il y a eu une levée des mesures de restriction, notamment la réouverture des snacks et des bars au-delà de 18 heures. Le Premier ministre a insisté sur l'obligation de respecter la distanciation sociale et d'autres mesures barrières. Et il y a une inquiétude de la part de plusieurs Camerounais sur les risques de transmission communautaire du virus et des risques élevés de propagation de cette maladie. Quelle est votre analyse scientifique à propos ? Bon, tout d'abord, merci pour la question. Je me rends compte que vous avez l'idée. Je vais encore apporter quelques critiques à ce qui se passe là maintenant au Cameroun. Revenir sur les papiers de monsieur le ministre du 9 avril. Ce papier, je l'ai trouvé et je crois que ce papier caractérise un peu ce que je suis aujourd'hui. Dans ce papier, monsieur le ministre, si je l'ai bien compris, donne l'accent à 3 points. Tout d'abord, il est, disons, exaspéré par le comportement de mes collègues médecins. Il va plus loin que cela, il soulève l'index pour nous rappeler à nous les médecins, les professionnels de la santé, quels sont nos devoirs, quel est notre travail. Il va encore plus loin que cela en nous menaçant de poursuites juridiques. Ce que je trouve, moi, médecin, entendu comme étant extrêmement grave, une catastrophe qu'une personne non professionnelle dans le domaine qui est le mien me rappelle à moi, le médecin camerounais, le médecin, quel est mon travail, quels sont mes devoirs. Et je dois malheureusement lui donner raison. Il a tout à fait raison, en effet. En ce qui concerne la prise en charge des patients atteints de Covid, il y a des normes qu'il faut savoir respecter. Ces normes sont écrites, on ne va pas les inventer à nouveau. Le diagnostic du Covid, on sait comment il est fait. Il y a une PCR à faire. La PCR négative, on peut faire un scanner. Et on doit faire le scanner par une nouvelle PCR. Et il est très important que cette cacophonie, entendu ce mot cacophonie, qui est vraiment le mot qui qualifie la situation actuelle, que cette cacophonie, qu'elle cesse un peu et qu'on mette un peu d'ordre et un peu de normes dans tout cela. En ce qui concerne les mesures du gouvernement dernièrement, on peut en effet se poser la question pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela. Et lorsqu'on analyse concrètement les chiffres, on se rend compte que en 5 semaines, les pays occidentaux tels que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et consorts avaient montré un taux de décès de pratiquement 10 000 personnes sur les personnes atteintes. Lorsqu'on compare avec ce qui se passe au Cameroun ou bien en Afrique générale, on se rend compte que le taux de décès est extrêmement bas. On parle ici de 4,2%, si j'ai bien suivi ce que un des collègues disait là sur la scène, 4,2%. C'est qui est en effet relativement bas. On peut bien se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, en effet, pour permettre à la population de continuer à vivre, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un compromis qui voudrait dire, allez, continuez donc à vivre, ouvrons les magasins, ouvrons les bars, mais tout cela n'est pas tellement important. Je crois que le plus important, c'est de savoir respecter encore une fois ces méthodes de barrières qui sont décrites partout. On a aussi ouvert le confinement en Allemagne, on a ouvert le marché, on a permis aux gens d'aller au travail, on a permis aux magasins d'ouvrir, mais on a imposé à tout le monde, 1, de se laver les mains, 2, de respecter la distanciation, 3, de porter son masque, donc 4, de respecter toutes ces structures-là qui empêchent l'évolution, la propagation de la pandémie. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, en effet, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais plus que cela encore, chacun de nous est appelé à jouer son rôle, à faire son travail, à se battre pour ne pas mettre l'autre en danger. C'est-à-dire
lavons-nous les mains, mettons-nous à l'écart, respectons les règles d'hygiène, portons le masque. C'est extrêmement fondamental que chacun de nous le sachions. Le gouvernement ne sera pas toujours là. La chancelière allemande n'est pas là pour savoir ce que je fais dans mon bureau. Elle donne une directive et je suis la directive. Et j'en reviens à ce niveau, au niveau de la discipline. Je crois que les pays qui vont gagner ce combat, ce sont les pays les plus disciplinés. On les connaît déjà, on les voit sur le marché international. On a vu ce que la Corée fait, on a vu ce que le Vietnam fait, on a vu ce que des petits pays tels que le Laos et consorts font. On a vu comment cela s'est fait en Allemagne. Il faut de la discipline, de la solidarité, beaucoup de civisme et savoir qu'en effet, c'est un combat qui ne pourra se gagner qu'ensemble. Voilà ce que j'ai dit là-dessus. Merci pour ces précisions, Dr Christian Ondomeva. Avec vous, Marlise Doualabel, nous sommes à près de 2000 cas enregistrés au Cameroun. De nombreux morts également sont enregistrés, même de façon non officielle. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement estime qu'il faut réouvrir les lieux de divertissement, les lieux de restauration et demander aux Camerounais qui sont obligés de respecter la distanciation sociale. Vous, Marlise Doualabel, entre vendredi et ce dimanche, en parcourant la ville de Douala en soirée, avez-vous perçu qu'il y avait un respect de ces mesures barrières dans ces différents lieux de réjouissance installés ici et là? Non. Il y a deux choses que je voudrais dire comme introduction. Premièrement, nous qui sommes dans les gradins et sur le banc de touche, nous voyons plus les opportunités de mettre le ballon dans les filets que ceux qui sont en train de jouer. Ceux qui sont en train de jouer et qui nous représentent actuellement, c'est le gouvernement du Cameroun, c'est lui qui pilote. Nous ne sommes pas non plus dans la cour du roi Péto pour dire que chacun fait comme il veut, chacun tente ce qu'il veut. Non, il faut que nous restions dans la cohésion et que nous sachions que c'est la solidarité qui va nous sauver. Quand j'ai dit cela, je voudrais qu'on comprenne que les gens qui nous gouvernent ne sont pas fous. Ils ne sont pas méchants, comme je l'entends dire par certaines personnes sur ce plateau. Ils ne sont pas des criminels. Ils ont certainement reçu un retour d'information qui a été analysé et les résultats de cette analyse, c'est premièrement le constat que les gens s'appauvrissent au jour le jour. C'est grave, il y a des familles qui n'arrivent plus à manger, simplement parce que elles vivent au jour le jour et quand elles ne font pas ce petit commerce au jour le jour, elles dépérissent. Ça, c'est une première information importante. Ce n'est pas parce que nous, on s'en sort plus ou moins qu'il faut oublier toute cette grande masse qui se débrouille au jour le jour. Et j'avais entendu, lors des premiers débats, beaucoup de gens dire que oui, mais le gouvernement doit subventionner. Est-ce que le gouvernement a les moyens de subventionner? Toutes les personnalités qui ont fait des déclarations de ces subventions se sont retrouvées à court de moyens. J'ai vu au Gabon, on avait pris la responsabilité de soutenir les propriétaires parce qu'on demandait aux locataires de ne plus payer les loyers que le gouvernement allait subventionner. Le gouvernement n'a pas pu. Et ça a créé des problèmes sociaux. Mais le FMI a décaissé des fonds pour accompagner ces pays dans le cadre de ces initiatives visant à soutenir le secteur privé. Ce qui n'est pas encore le cas du Cameroun concernant ces décaissements. On trouve toujours un plan B. Mais toujours est-il que dans la riposte telle qu'elle est organisée, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas plus continuer comme ça. Deuxièmement, sociologiquement, l'organisation de notre vie au quotidien n'est pas l'organisation en Occident. La majorité des gens, Monsieur Noufélé, vivent dehors. D'abord parce que beaucoup de maisons sont tellement exiguës que la famille de 20 personnes ne peut pas tenir dedans. Et puis deuxièmement, parce que nous aimons la vie, nous sommes des jouisseurs, disons-le comme ça. Quand on nous compare à d'autres populations africaines, les Camerounais aiment la vie. Donc, ce confinement commençait aussi déjà à créer des situations d'angoisse qui étaient également perceptibles. Je pense que toutes ces informations recueillies ont amené le gouvernement à prendre cette décision d'assouplissement. Maintenant, quand le gouvernement a fini de dire ça, que l'activité a repris à un certain niveau, il va falloir passer à une étape extrêmement importante,
qui concerne essentiellement la communication. Parce que la communication publique, elle est assurée par le ministère, ceux qui conduisent la riposte, par les médias que vous êtes, etc. Je pense qu'elle est assez bien conduite. Il faut simplement renforcer. Il y a eu des propos plus ou moins contradictoires Par à la rapport- suite des propos du Premier ministre demandant la réouverture des bars. Le ministre de la Santé publique, au lendemain, a appelé les Camerounais à être plus responsables et à rester chez eux. Alors que je vais y arriver. l'on annonce l'ouverture des bars. Je vais y comment arriver. comprendre ces prises de position au Voilà. sein du même gouvernement? Je vais y arriver. Le Premier ministre dit, OK, on vous donne la possibilité de gagner un peu d'argent. Maintenant, le ministre de la Santé vous rappelle, mais attention, restez chez vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va interpeller quelque chose qu'on appelle généralement la RCCE, c'est-à-dire Risk Communication and Community Engagement. Ça veut dire que chacun de nous devient un soldat pour lui-même et son environnement. Si vous tenez un bar et que votre bar est ouvert, organisez-vous pour que si vous gagnez 10 000 francs par jour, que vous gagnez 5 000 francs, mais en restant en vie. Ça veut dire que si une table prenait 5 personnes, permettez que cette table, organisez-vous pour que cette table prenne 2 personnes. C'est quand même quelque chose de gagné. Il va falloir, j'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur qui nous vient de l'Allemagne, qui a énormément insisté sur la discipline et la responsabilité. Et c'est là où maintenant la communication communautaire doit jouer son rôle. Nous devons communiquer, sensibiliser, ne pas nous fatiguer de sensibiliser, parce que la répression ne doit venir qu'après. La répression n'est pas, moi je ne la prescris pas en premier lieu. Je pense qu'en entrant dans les bars, en expliquant aux tenants du bar, pourquoi est-ce qu'il y a eu assouplissement et quels sont les dangers qui accompagnent cet assouplissement et comment on peut se prévenir de ces dangers, on va gagner beaucoup. Mais après l'annonce de ces mesures, il n'y a pas eu cette campagne de sensibilisation Mais cette campagne, alors, auprès des promoteurs de snacks et des débits de boissons pour qu'ils puissent savoir quelle configuration mettre sur pied pour éviter les risques de transmission communautaire. Oui, vous avez raison, mais ça arrive là, parce que il y a l'OMS qui est en train d'aider à la formation de ces communicateurs communautaires, les agents sociaux qui vont descendre. Le Cameroun lui-même en avait déjà formé ici au niveau de Douala, parce que je connais un peu ce qui se passe au niveau de la riposte, la veille de la riposte ici dans la région. Dans la ville de Douala, il y a déjà 500 jeunes qui sont formés. Alors, avec la décentralisation qui arrive, parce que bientôt, on va tous nous dire comment nous comporter. Chaque fois qu'on a l'impression d'être malade, il y aura une décentralisation. Les hôpitaux de district vont entrer en jeu pour que les gens ne se précipitent plus tous à la Quintini et à Yassa. Donc, les jours qui arrivent là, on va mettre la pédale dure sur la communication communautaire. Elle est incontournable parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'infodémie. Quand il y a ce genre de situation de pandémie, il y a cette espèce d'afflux d'informations qui arrivent de partout et de par tout le monde. Et puis finalement, le citoyen ne sait plus quoi penser, quoi dire. Et pourtant, il a raison, il a le droit de savoir ce qui se passe, comment il va se prémunir, comment il doit se comporter, quels sont les risques, etc. Donc, cette communication communautaire est incontournable. Et nous sommes à l'heure de la décentralisation. Messieurs, les chefs de canton, les chefs de village, les chefs de quartier, les chefs de bloc, les présidents des associations, tout le monde doit être mobilisé pour que autour de nous, nous assurions. Écoute, la petite grippe, quand vous avez la grippe, monsieur Noufele, qu'est-ce que vous faites? Quand vous-même vous arrivez ici au bureau, vous dites à vos collègues, ne vous approchez pas de moi. Hein? Dès que vous toussez 2 fois, tout le monde dit, Donc, nous devons considérer que c'est un peu comme la grippe. Pour nous protéger, il faut que nous protégions aussi notre entourage. Après vous, Marlise Dolabel, Edmond Kambia, il y a ce problème dans la communication gouvernementale concernant la sensibilisation des Camerounais sur les attitudes, les bonnes attitudes à adopter pour éviter la transmission communautaire et éviter de contracter cette maladie à coronavirus. Le Premier ministre annonce l'ouverture des bars au-delà de 18 heures. Son ministre de la Santé publique
exhorte les Camerounais à rester chez eux, leur demande d'être plus responsables à la suite de la déclaration du Premier ministre. Quelle est votre analyse sur ces deux sorties médiatiques? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais à la suite du docteur Ondo Meva, relative au premier volet de sa réaction tout à l'heure concernant la répression que lançait le ministre de la Santé sur les médecins par rapport à la manière dont les patients sont reçus et traités en ce moment, je voudrais à sa suite dire deux choses importantes. C'est que le patient a la liberté de choisir son médecin. Et ensuite, que le médecin a la liberté de recevoir et de prodiguer des soins aux patients en tenant compte de l'obligation de moyens qu'il a dans la prise en charge de son patient. Il n'a pas l'obligation de résultat. Ça, c'est des choses importantes qu'il faut dire à monsieur le ministre de la Santé. Parce que quand j'ai suivi la réaction forte qu'il a faite, menaçante vis-à-vis des médecins, j'ai le sentiment qu'il ne sait pas comment fonctionne le travail d'un médecin. Ça, c'est de maintenant par rapport à la question que vous avez posée. Effectivement, il y a une réelle contradiction. Lorsque le Premier ministre, dans le déroulé des mesures prises récemment, notamment à la veille du 1er mai, il faut le rappeler, c'était à la veille du 1er mai, c'est-à-dire à la veille des réjouissances populaires, même comme il y a un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, comme il y a un communiqué signé par le secrétaire général président de la République qui a dit qu'il n'y aurait pas célébration le 1er mai et le 20 mai, on a bien vu que par endroits, dans les différentes villes du pays, il y a eu des célébrations. Et à la faveur de la décision prise que les bars et les snacks peuvent ouvrir après 18 heures, il y a eu beaucoup de monde dehors. On avait le sentiment que c'était comme un 1er mai ordinaire. D'ailleurs, juste le soir même, le même jour où le Premier ministre a pris les dernières mesures d'assouplissement des précédentes mesures, j'ai écouté, en sillonnant la ville de Douala, j'ai parcouru un peu ce qu'on appelle les rues de la joie, qui ont rouvert jusqu'au bout du petit matin, jusqu'à l'aube. J'ai vu des gens qui ont bu jusqu'à tomber dans les rigoles. Il y en a même qui sont retrouvés à l'hôpital parce qu'ils ont bu jusqu'à perdre connaissance, parce qu'ils fêtaient, je pèse mes mots, parce qu'ils fêtaient, selon eux, le déconfinement. Beaucoup ont cru que le Premier ministre a dit que le coronavirus a disparu au Cameroun. Donc il y a, pour répondre fortement à ta question, il faut dissiper un malentendu. Il va falloir revoir un peu la communication du gouvernement depuis les dernières mesures d'assouplissement qui ont été très mal interprétées par beaucoup de Camerounais qui ont cru qu'on pouvait désormais librement boire à satiété, même comme il a précisé qu'il faut respecter les mesures barrières, mais les gens n'ont pas vu ça. C'est le ministre de la Santé par la suite qui dans un tweet dit respectez les mesures barrières, restez chez vous. Donc là, on a deux messages antithétiques. L'un dit on peut ouvrir, aller au bar, aller au snack, vous êtes libre d'aller boire. Le ministre de la Santé dit restez chez vous. Face à ce message contradictoire, comment voulez-vous que les Camerounais, de manière consciente et responsable, sachent que, en réalité, la guerre continue. La guerre n'est pas terminée. La guerre sanitaire n'est pas terminée. C'est pour cela que je rejoins également le docteur Ondo Meva sur la notion de la discipline. Discipline personnelle, mais discipline collective également des citoyens camerounais face à cette pandémie qui, si on ne fait pas attention, au moment d'atteindre le pic, va faire très mal. Et c'est pour cela que j'ai voulu dire que la mesure concernant l'ouverture des bars et des snacks après 18 heures n'était pas opportune. On aurait dû le faire sur le tard, notamment après le pic, que je pense on n'a pas encore atteint. Après vous, Edmond Kamgia, Maître Désiré Sikati, une communication gouvernementale où les différentes stratégies peinent à donner une lisibilité sur les objectifs assignés par cette communication, des Camerounais qui ont eu le sentiment que le gouvernement a laissé entendre que la situation est sous contrôle. Du coup, certains ont même commencé à ne plus porter leurs différents masques de protection et d'autres, comme l'a signalé Edmond Kamgia, ont bu pour célébrer la fin d'un déconfinement qui n'a jamais été décrété en matière de confinement, et un autre ministre qui demande aux gens de rester chez eux.
alors qu'ils sont des employeurs, ils sont à la recherche du pain quotidien. Comment analysez-vous ça? Ben, je pense que le docteur Meva, dans son intervention, il y a de cela quelques minutes, il a parlé de discipline. Mais je voudrais ajouter qu'en général, la discipline est bien appliquée dans des systèmes où vous avez des gens qui ont le minimum vital. Ça veut dire qu'en Occident, ça marche très bien parce que, en général, les gens sont pour la plupart de la classe moyenne. Ça veut dire ils peuvent aller au supermarché, ils ont un travail, aller au supermarché, acheter à manger. Au Cameroun, 80% de la population, ce sont des débrouillards. Bon, et en général, les débrouillards ne sont pas des gens disciplinés. Et ils sont des gens indisciplinés, pas parce que, de façon congénitale, ils sont indisciplinés, mais parce que le concours de circonstances voudrait que l'environnement dans lequel ils vivent ne va pas toujours de pair avec la discipline. Et dans une situation pareille, il est de la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures qui soient en adéquation avec la vie réelle des gens, avec les conditions dans lesquelles les Camerounais vivent. Je pense qu'il est peut-être souvent hasardeux de prendre des exemples occidentaux pour les ramener vers le Cameroun, mais on peut aussi prendre des exemples africains. Regardons un pays comme le Sénégal, qui a pratiquement le même standard de vie. Je veux dire sur le plan social. Ils ont pratiquement le même standard de vie que le Cameroun, mais vous allez voir que le Sénégal est pratiquement en train de contenir la pandémie en même temps que le pic est déjà atteint. Nous, on est dans une situation que je pourrais appeler la navigation à vue. Le Rwanda a décidé de maintenir le confinement jusqu'à ce jour dans ses principales villes. Il n'y a pas eu de décision d'ouverture des bars. Il y a le Zimbabwe qui avait commencé comme le Cameroun avec des premiers cas de Covid-19 au début du mois de mars, et l'évolution est loin d'être celle que vit le Cameroun aujourd'hui, qui est à près de 2000 cas. Le Zimbabwe est très loin de ce chiffre-là. Lorsqu'on a ces exemples sur le continent africain et que le gouvernement décide de la réouverture du fonctionnement optimal de certains secteurs d'activité économique, avec pour argument d'aider les acteurs économiques à pouvoir renflouer les caisses, relancer les affaires, est-ce que l'on doit privilégier les affaires ou la santé des Camerounais dans un tel contexte? Ben, on doit synchroniser la santé et l'économie. Et c'est ce que le Rwandais est en train de faire. La santé et l'économie. J'ai écouté Madame la représentante du RDPC dire que l'État n'a pas les moyens d'accompagner les entreprises, d'accompagner les populations. Mais allez voir quel est le niveau d'accompagnement du gouvernement rwandais. L'accompagnement sur le plan alimentaire, sur le plan financier pour les entreprises. Il faut pas oublier qu'il y a une loi au Cameroun, une loi sur les situations d'urgence qui malheureusement n'est pas appliquée parce que chez nous, on n'a pas le sens de prévenir l'avenir. On n'a pas le sens de prévenir l'avenir. Si cette loi était appliquée et que de l'argent était mis de côté chaque année dans le budget national, eh bien l'État aurait de l'argent, une cagnotte assez suffisante pour pouvoir financer une situation de crise comme celle-là. Donc, à côté de ça, je voudrais aussi ajouter que, regardez, aujourd'hui, le Cameroun est pratiquement l'un des pays de l'Afrique subsaharienne où le taux de contagion ou bien de contamination est le plus élevé. Mais demandons-nous pourquoi est-ce que d'autres pays qui ont le même standard socio-économique que le Cameroun parviennent à contenir cela. C'est tout simplement parce que là-bas, on prend les bonnes décisions. Moi, je pense qu'il faut le dire de façon simple et claire, le gouvernement camerounais a décidé d'abandonner les Camerounais à leur propre sort. C'est-à-dire chacun doit se débrouiller pour ne pas être malade. Voilà, bon. Mais malheureusement, ceux qui vont tomber malades, c'est là où je pense qu'il est aussi de la responsabilité de nous autres qui passons sur les médias pour parler et que les gens nous écoutent. Il est de nos responsabilités de dire aux gens, eh bien, chacun doit savoir qu'il est dans un environnement à risque. Aujourd'hui, on voit très bien, on a des médecins qui sont tombés malades, qui sont morts, alors qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à se faire mettre un appareil respiratoire dans un hôpital. Donc, si nous avons un taux de contamination qui prend de l'ampleur aujourd'hui, les structures sanitaires ne seront pas à même de nous traiter. Vous avez vu les centres spécialisés qui ont été créés par le ministre de la Santé. Il y a de cela un mois qui les a annoncés. Jusqu'aujourd'hui, on est encore à l'étape du montage, des échafaudages, des couvertures. Quand on vous montre ces centres spécialisés-là, vous voyez, il y a des lits, mais sur aucun lit, vous voyez un appareil respiratoire. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on est quand même dans une situation où
on a un gouvernement qui ne peut pas anticiper sur ce qui peut se passer demain. Et moi, la dernière fois quand j'étais sur votre plateau, j'ai dit que les Camerounais doivent se mettre dans la tête que c'est notre comportement au quotidien. Si le gouvernement nous abandonne, on n'est pas obligé de mourir. On n'est pas obligé de mourir si nous-mêmes nous décidons de vivre. Donc chaque Camerounais doit comprendre. Ça, je le dis à nos compatriotes qui sont dans des coins populaires, qui s'entassent, qui se mélangent, qui vont dans les boîtes de nuit. Parce que quand le gouvernement décide, la mesure de fermeture des marchés, elle est encore applicable. On ferme les marchés à 16h. Bon, on ouvre les bars, les snacks à 18h. Ça veut dire qu'on demande aux gens de quitter les marchés qui sont des coins de concentration populaire où les règles de distanciation ne sont pas respectées, pour aller maintenant dans les bars, snacks bars à 18h pour continuer maintenant à se mettre dans une situation d'insécurité sanitaire. Et je dis, il est du devoir. Le rôle d'un membre du gouvernement, d'un homme politique qui dirige le pays, n'est pas de constater que les gens prennent des comportements à risque de rester tranquilles. Parce que quand vous restez tranquille, celui qui a pris un comportement à risque met en danger la vie de celui qui voudrait se protéger. Donc le gouvernement, à partir du moment où il a décidé de laisser les gens vivre normalement, doit s'assurer que tout le monde peut porter un masque. Et si ce gouvernement n'est même pas capable de mettre le masque à la disposition de tout le monde, le ministre de la Santé, pour minimiser les masques, les 10 000 masques du MRC, disait qu'il y a 350 000 masques qui viendront de Chine. Et sur la question... Sauf que les masques de Chine, on attend ça depuis pratiquement 1 mois. Et sur la question des masques également, c'est un débat en Europe. Et nous avons en ligne d'Allemagne le docteur Christian Ondo Meva. Sur les mesures barrières, la question des masques fait débat dans plusieurs pays. D'autres ont expérimenté une stratégie visant à une distribution gratuite des masques dans les supermarchés. Il y a une production qui s'est intensifiée dans plusieurs pays européens et une importation venant de la Chine. Lorsque vous observez les réalités camerounaises à travers les multiples reportages effectués ici et là, concernant les difficultés des Camerounais à accéder à des masques de protection respectant les normes, et au moment où on les invite à pouvoir aller dans les snack bars et autres lieux de réjouissance où il y a des risques élevés de contamination, comment appréciez-vous ces différentes stratégies? Merci pour la question. Je voudrais d'abord apporter des éclaircissements sur l'événement Kangan, je crois, concernant le choix du traitement du patient. En effet, c'est bien vrai, chaque patient est libre de choisir son médecin. C'est-à-dire, vous pouvez aller chez le sorcier du quartier à côté, ou bien chez le médecin professionnel en ville, ou bien je ne sais pas trop où. C'est une liberté qui nous revient à tous. Ça, c'est bel et bien vrai. Ce qui n'est par contre pas tellement vrai, c'est les méthodes que moi, le médecin, je dois appliquer pour diagnostiquer une pathologie bien précise. Ces méthodes-là, elles sont fixées, elles sont écrites, elles sont normées. J'avais fait une intervention ici il n'y a pas longtemps de cela dans mon domaine de la chirurgie du cancer. Quand je veux opérer un patient, je dois remplir certains critères bien précis. Tout ce que je vais faire en dehors de ces critères-là, je dois le justifier. Et dans le cas où je me serais trompé, on me demandera à moi de rendre les comptes. Donc il faut faire attention à cela. Lorsqu'on parle également du comportement de monsieur le ministre, je pense que oui, en effet, monsieur le ministre n'est pas censé savoir ce que je fais moi le médecin. Ce n'est pas l'ordre normal des choses. Je crois que c'est à moi, le spécialiste de la médecine, d'apporter un ministre aux arguments dont il a besoin pour prendre la bonne décision, et non l'inverse. Ce n'est pas lui de me dire que c'est conseil diagnostic du d'abord une PCR avant. Ce n'est pas l'ordre normal des choses. J'aimerais que cela soit très clair. J'ai l'impression que nous en faisons le cacophonie. Tout le monde essaye de faire ce qu'il veut. Or, ce n'est pas cela. Des normes à suivre, des normes à respecter. Nous avons suivi également ce problème de masque. Ce problème a été facilement géré en Europe, avec à suivre les chaînes de télévision allemandes. Chaque citoyen, dans sa région, peut coudre son masque. Cela se fait. Les miens aussi, j'en ai fait coudre pour ma famille et moi. Cela se fait. On n'est pas obligé d'attendre ces masques chirurgicaux, tout particulièrement parce que le corps médical professionnel en a besoin. Donc ce ne sont pas des masques que l'on doit nécessairement donner aux citoyens dans la rue. Je reviens encore une fois sur ce problème de la responsabilité de tout un chacun.
au niveau où nous en sommes, on ne peut plus tellement parler du fait que c'est une nouvelle pathologie à laquelle nous sommes confrontés. Non, nous la connaissons depuis novembre 2019. Cela fait aujourd'hui 5 mois, peut-être même déjà 6 mois. Il n'est plus quelque chose aussi nouveau, aussi particulier que cela. Nous avons vu comment est-ce que les autres prennent, gérer ce problème-là. Nous savons comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ce problème-là. Et j'en appelle encore une fois, expressément, à chacun d'entre nous d'assumer pleinement sa responsabilité. Lorsque le ministre dit, le Premier ministre dit, eh bien, nous allons ouvrir un peu pour que les gens puissent recommencer à travailler. Cela se fait aussi ici en Allemagne. Mais la différence, c'est que on a demandé à chaque corps professionnel des principes précis dans lesquels ils pourraient s'imaginer qu'ils peuvent continuer. Et ces principes peuvent être basés sur les critères de l'hygiène, encore une fois, à savoir laver les mains, porter son masque. Dans le cas où tout le monde porte le masque, on peut réduire la distance entre deux personnes à 50 cm. Cela peut se faire. Cela veut dire qu'en effet, oui, on peut ouvrir les marchés. Cela veut dire qu'en effet, oui, on peut ouvrir les bars tant que le citoyen camerounais sait qu'il peut aller acheter sa bière dans son bar, prendre sa bière, rentrer à la maison pour boire. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire et chacun de nous doit, à ce niveau, jouer son rôle pleinement. Merci, docteur Meva Ondoa Christian. Parlant des mesures d'assouplissement, les nombreux ménages ont déploré leur situation de confinement non officiel, puisque c'est le ministre de la Santé qui invitait à travers cette tweet des Camerounais à rester chez eux le plus longtemps possible. Le JICAM a déploré la situation des entreprises qui, à 90%, sont affectées négativement du fait du Covid-19. Dans les mesures annoncées par le gouvernement, il y a 25 milliards de francs CFA spécial pour le remboursement des crédits TVA en attente. Il y a eu également le report et le non-paiement de certains taxes et impôts. Mais sur les allocations familiales, on passe de 2500 à 4800 francs CFA. Allocation familiale pour les ménages camerounais. Est-ce que pour vous, Marlys Doualabel, passer de 2500 à 4000 francs CFA par mois comme allocation familiale pour les ménages qui ont des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts, pour ces Camerounais qui ont été mis en congé technique du fait du Covid-19 et qui ne sont pas sûrs d'avoir leur salaire, qu'on doit leur donner des allocations familiales de 4800 francs CFA par mois? Comment appréciez-vous ça? Vous pensez qu'on devrait leur donner combien? Au regard du niveau de vie dans la ville de Douala, dans les principales villes du Cameroun, oui. Ces allocations, pour vous, elles peuvent permettre à ces gens qui sont mis en congé technique de pouvoir prendre soin de leur famille? Je vous ai posé la question de savoir combien vous mettriez pour que les familles se sentent véritablement soutenues. Vous mettriez combien? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que d'abord, j'aime toujours essayer de planter mon décor. Le peuple camerounais qui nous écoute ce matin voit bien que le MRC n'a pas quitté sa posture de guerrier et d'agresseur. Les Camerounais disent, quand ta maison brûle, tu ne vas pas choisir la personne qui va amener le seau d'eau ou qui va venir éteindre le feu, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que disent les Camerounais. Mais les Camerounais disent aussi que si tu as un ennemi, ton voisin est ton ennemi, son seau d'eau peut avoir de l'essence. Donc, c'est ce que nous devons tous retenir. Si vous voulez être dans la logique, parce que justement nous sommes dans une grande guerre, nous devons d'abord enterrer la hache de guerre. Le discours ne peut plus continuer à être un discours clivant, qui met les gens les uns contre les autres, et en même temps vous voulez dire que non, vous voulez sauver les Camerounais. Moi je pense que tout le monde doit d'abord baisser la garde. Et si le MRC veut vraiment être considéré comme une organisation aidante, elle doit baisser la garde parce que le discours reste très agressif et insupportable. Maintenant, concernant ce qu'on était en train de débattre, un État ne donne que ce qu'il peut donner au moment où le gouvernement fait cette déclaration. Des calculs ont été faits. Ça n'a pas été un rêve
du Premier ministre ou alors du secrétaire général de la présidence de la République ou alors du président de la République. Il y a eu certainement une information qui a été collectée, analysée et qui a permis de dire cela. D'autre part, quand le gouvernement agit, quel est l'intérêt du gouvernement pour ne pas sortir son peuple de cette difficulté? Il y a des comparaisons qu'on m'amène ici, le Rwanda, le Ghana, c'est déjà des pays très différents, monsieur, parce qu'un pays n'est pas différent de l'autre simplement par rapport au PIB ou les autres considérations. Mais la différence là-bas aussi, c'est la bonne gouvernance. C'est d'abord la population. La différence aussi, c'est les questions de bonne gouvernance aussi. Écoutez, monsieur Noufele, par exemple, au Sénégal, la religion fait que l'alcool n'est pas quelque chose de répandu. Il y a peut-être quelques personnes qui boivent en douce derrière les cases, mais dans la culture sénégalaise, l'alcool ne fait pas partie de la vie quotidienne. D'après vous, les chrétiens sont les soulards. L'Afrique centrale est réputée, mais c'est une question statistique. Donc les chrétiens sont des soulards, c'est bien noté là. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire implicitement. Ne cherchez pas à manipuler la population. Mais c'est ce que vous avez dit. Les chiffres sont clairs. On boit plus en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une invention de Marlise Douala-Bel. On boit aussi beaucoup en Allemagne. On boit aussi beaucoup en Allemagne. On boit beaucoup en Allemagne. Mais le taux d'expansion de la maladie en Allemagne est de loin derrière celui de la France. Les difficultés allemandes, les difficultés italiennes et les difficultés françaises ne sont pas les mêmes. Je veux dire, concentrons-nous sur notre pays. Ok, il y a des bonnes pratiques dont nous pouvons nous inspirer. Je ne dis pas non. Mais il ne faut pas qu'à chaque fois que le MRC prend la parole, c'est pour juste clouer au poteau ceux qui sont en train d'agir. Ils se sont exclus du jeu politique en restant hors jeu. Ils ne sont même pas sur le banc de touche. Donc s'ils se mêlent de cette question et qu'ils veulent véritablement aider, qu'ils aient un ton un peu plus respectueux et un peu plus contributif. Ils ne contribuent à rien, sauf à mettre les Camerounais les uns contre les autres. Et ça, c'est dommage, dans un environnement où nous avons plus besoin de solidarité, de cohésion et de paix. Marlise Douala-Bel, que valent les mesures sociales annoncées par le Premier ministre au moment où les Camerounais ont éprouvé des difficultés durant près d'un mois à cause de ces mesures de restriction? Écoutez, moi j'ai vu dans tous les pays, on tente telle direction, on tente tel plan d'action, on tente telle organisation, et puis quelques jours après, en fonction de comment la situation se comporte, on oriente, on revient sur une décision. Par exemple, la décision sur le transport, les bus. Moi, je pense que cette décision, elle va forcément être revue parce que pour la distanciation sociale, dans un bus, vous passez 5 heures de temps, Douala-Yaoundé, assis à 30 cm l'un de l'autre. Je suis sûr qu'après, il y aura évaluation et le gouvernement dira si effectivement la levée sur les transports et notamment les transports interurbains est efficace ou pas. Mais laissez le gouvernement agir. Et chaque fois que le gouvernement a fait le point sur une mesure, elle tirera les conclusions sur l'efficacité, sur la pertinence, sur la conformité de cette mesure. Mais on ne peut pas demander à un gouvernement pourquoi il donne 4500 et pas plus. Certainement qu'il a des raisons. Je ne suis pas économiste et je pense que ça serait bien que vous invitiez donc à autour de votre table. Mais ce sont les politiques qui décident en dernier ressort. Même qu'on donne 10 000 francs. Est-ce qu'on en a les moyens? Justement, tenir des discours. Maître Désiré Sikati, des mesures sociales et des mesures fiscales ont été prises pour répondre aux préoccupations du secteur privé et aux différents ménages camerounais. Lorsque vous analysez ces mesures fiscales et ces mesures sociales, sont-elles à la hauteur des attentes formulées au préalable par les différents secteurs d'activité impactés négativement du fait de cette pandémie? Mais déjà, lorsqu'on parle de ce qui est de l'impact économique, il faudrait quand même se référer à ce que les acteurs principaux de l'économie disent sur le coronavirus. J'ai lu un certain nombre de revendications ou bien de complaintes du JICAM. Et quand je confronte les propositions du JICAM pour accompagner les opérateurs économiques aux décisions qui ont été prises le 30 avril par le Premier ministre, je n'ai pas l'impression que cette décision est de nature à apporter une solution aux problèmes des opérateurs économiques du JICAM.
Parce qu'en fait, lorsque vous regardez le volet qui concerne les entreprises, vous allez voir qu'on a allégé certaines procédures fiscales ou bien les facilités de paiement, peut-être des impôts, des droits liés à la CNPS pendant le temps que durera la pandémie, mais l'État n'a par exemple pas abandonné le paiement de l'impôt sur la période de la pandémie. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui doit payer son impôt pendant la pandémie, on peut vous dire vous payez après, mais vous allez toujours payer, sauf que pendant la pandémie, vous n'étiez pas en activité. Vous n'avez réalisé donc aucun chiffre d'affaires sur lequel on doit imputer votre impôt. Vous voyez? Donc, on a quand même vu que dans d'autres pays, voilà, il y a des mesures d'incitation fiscale qui ont été prises, qui demandent aux opérateurs économiques qui sont dans la période, qui n'ont pas pu réaliser d'activité pendant la période de la pandémie, de ne pas payer d'impôts. Voilà, donc les mesures qui sont prises par le Premier ministre ne sont pas de mesures. Et puis, vous allez voir certainement les décisions qui seront publiées par certaines organisations professionnelles, notamment le GICAM, dans les tout prochains jours. Moi, j'ai des hommes d'affaires avec qui je travaille, mais ils sont stomaqués. C'est tout simplement que beaucoup ne peuvent pas parler publiquement pour se plaindre, au risque d'être taxés de guerriers. Moi, excusez-moi, je vais revenir sur une petite parenthèse. J'ai entendu dire que le don du MRC est assimilé à du carburant ou bien de l'essence pour mettre du feu. Mais en même temps, on dit que c'est le MRC qui est belliqueux. Mais je veux comprendre qui est belliqueux ou bien qui est guerrier entre celui qui assimile son don. Non. Donner, je pense que Atangandji a demandé que tous les dons soient mis dans l'escarcelle du plan de solidarité du chef de l'État. Et c'est ce que nous savons. Non, ça pose un problème. Parce que tant qu'il n'est pas levé, vous avez on n'utilisera pas Survie Cameroun. Madame, vous avez un problème d'égocentrisme politique. C'est-à-dire, vous voulez utiliser le Covid-19 pour continuer d'exister tout seul. Vous avez du mal à accepter le bras tendu du MRC parce que vous estimez que le peuple, à un certain moment, sera content de savoir que certains acteurs... Je vous en prie, Maître Désiré Sikati et Marlise Doualabel, on va évoluer pour parler d'une solution qui est de plus en plus expérimentée sur le continent africain. Avec vous, Edmond Kambia, ça vient de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, qui confirme qu'il a un remède miracle, du moins un protocole thérapeutique fait à base d'extraits de plantes médicinales. Depuis l'annonce de l'existence de ce protocole, les structures sanitaires catholiques sont bondées de monde. Ce sont des gens qui viennent des hôpitaux publics agréés, déçus de la négligence et de la qualité de la prise en charge, qui espèrent trouver le salut et la guérison dans les structures sanitaires catholiques. Comment expliquer que la pharmacopée traditionnelle soit aujourd'hui l'or dans ce cadre de la lutte contre la crise sanitaire? Effectivement, la pharmacopée traditionnelle africaine est peut-être l'espoir dans la lutte contre le Covid-19. Je voudrais introduire mon propos par une phrase de Wole Soyinka dans une interview qu'il a accordée récemment à un média, où il dit qu'il faut que les hommes politiques, il faut que les dirigeants politiques cessent de réfléchir aux élections et pensent sérieusement à l'essentiel qui porte sur l'humanité. C'est-à-dire, il faut avoir le sens de l'humain. C'est ce qui manque beaucoup à l'actuel gouvernement du Cameroun, le sens de l'humain. Quand je dis ça, je reviens sur la proposition que vient de faire, la contribution que fait Monseigneur Samuel Cléda en tant que tradit praticien. Il maîtrise les plantes depuis une trentaine d'années, pour ceux qui ne le savaient pas. Il est dans ce domaine-là depuis très très longtemps. Il soigne plusieurs maladies, parce que les gens, beaucoup ne savaient pas. Peut-être très peu de personnes dans le diocèse de Douala savent qu'il est tradit praticien. Et c'est un autre côté de lui que beaucoup de Camerounais et beaucoup d'Africains vont apprendre à découvrir. Et il faut dire que récemment, lorsqu'il a été abordé par les médias, il a donné une conférence de presse. Aujourd'hui, le Cameroun et le monde entier sont au courant qu'il y a un archevêque quelque part, qui a une casquette de médecin traditionnel qui travaille. Et je suis heureux de ce que le ministère de la Santé ait daigné déclarer qu'ils envoient une équipe
approché Monseigneur Cléda pour voir ensemble comment travailler ensemble, l'encadrer et le soutenir. Mais j'ai le sentiment que Monseigneur Cléda en attend encore beaucoup. Parce que quand je l'ai entendu récemment, il disait qu'il a besoin de moyens pour produire de manière plus intensive, de manière industrielle, de manière à aider un plus grand nombre de Camerounais. Mais ce protocole thérapeutique spécial pose un problème. Il n'y a pas une démarche scientifique claire qui permet d'évaluer les vertus thérapeutiques de ces traitements faits à base d'extraits de plantes médicinales. Et cela semble poser problème entre la médecine moderne et l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle dans le traitement des patients atteints du Covid-19. Je crois qu'il y a une controverse là-dessus, et cette controverse est liée à la position officielle qu'a toujours tenue l'OMS, qu'il est important que les officiels, les scientifiques internationaux aient la possibilité de valider le travail qui a été fait par les médecins traditionnels pour qu'on puisse, à l'échelon international, dire, en tenant compte des critères, des normes internationales médicales pour le valider. Mais nous avons une situation où Monseigneur Cléda vous dit et qu'il a trouvé un médicament qui soigne, qui vient de soigner une centaine de Camerounais, y compris de nombreux médecins, je précise, y compris de nombreux médecins qui auraient pu mourir, comme ceux qui sont déjà morts parce qu'ils n'avaient pas eu accès à un lit avec un appareil respiratoire. Ça, je tiens à le préciser et l'ajouter. Aujourd'hui, le Monseigneur Samuel Cléda avait affecté, n'est-ce pas, tout un département du CODAS qui est à Douala à ce travail de santé. Mais il s'est rendu compte que les gens viennent pas seulement du Cameroun, mais des autres pays africains et même d'autres continents. Actuellement, il a fait en sorte que ce travail médical qu'il avait commencé à un niveau, j'allais dire, un petit échelon, soit élargi au niveau des 2 hôpitaux généraux catholiques de Douala. L'hôpital Saint-Albert-le-Grand de Bonabéry et l'hôpital Notre-Dame des Sœurs de Lopome. Mais aujourd'hui, il a dit, il a besoin d'un soutien. Et je suis heureux que l'initiative Survie Cameroun, Survival Initiative, à travers Christian Pendey-Koka, ait pu approcher une délégation de Pendey-Koka. Ils ont pu approcher le Monseigneur Samuel Cléda et l'ont rassuré de ce qu'ils apporteraient tout leur concours, toute leur contribution multiforme pour que la contribution de Monseigneur Cléda puisse aider à faire en sorte que la souffrance et la misère des Camerounais puissent être de plus en plus éloignées. Le ministère de la Santé publique également a dépêché une délégation pour rencontrer Monseigneur Samuel Cléda à propos de ce protocole thérapeutique. Maître Désiré Sikati, pharmacopée traditionnelle qui, une fois de plus, est au devant de la scène face à cette pandémie du coronavirus. Près d'une centaine de patients atteints du Covid-19 qui ont retrouvé la santé après avoir suivi ce protocole mis en place par l'archevêque métropolitain de Douala et encadré par des médecins. Pour autant, une telle prise en charge médicale est loin d'être homologuée et fait l'objet de critiques et de controverses dans les milieux scientifiques. Mais je pense que la controverse naît de ce que, malheureusement, en Afrique, la pharmacopée africaine ne fait pas l'objet d'un accompagnement des États. Cela étant, je pense que la santé, c'est un domaine stratégique où les États doivent affirmer leur souveraineté. Une véritable souveraineté parce que quand sur le plan sanitaire, vous dépendez, je dirais, des entités étrangères, je pense que vous n'êtes pas véritablement souverain. Quand vous voyez un pays comme la Chine, la pharmacopée chinoise a été admise dans la pharmacopée mondiale par l'OMS seulement en 2019. Or, depuis pratiquement 1000 ans, les Chinois se traitent avec leur propre pharmacopée. Par exemple, l'artémisia, qui aujourd'hui est utilisée par Madagascar pour soigner le Covid-19 et qui fait polémique sur le plan international, est utilisée par la Chine depuis des millénaires. La Chine a soigné le paludisme avec l'artémisia. Donc j'étais en train de vous dire que la pharmacopée chinoise a été admise seulement en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé. Mais malheureusement, chez nous,
nous donnons, quand je dis chez nous, de façon globale, parce que le Cameroun, la situation du Cameroun sur le plan sanitaire, sur le plan de la promotion de la pharmacopée africaine, c'est la même situation que dans la plupart des pays africains qui sont essentiellement dépendants de l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce que ces pays oublient aussi, c'est que l'Organisation mondiale de la santé est aussi très dépendante des firmes pharmaceutiques qui sont des entreprises commerciales qui choisissent des terroirs pour faire leurs bénéfices. Et les principaux terroirs pour faire leur expérimentation et leurs bénéfices, c'est l'Afrique. Donc c'est la raison pour laquelle, sur le plan géopolitique, l'Afrique doit promouvoir sa propre pharmacopée. Voilà, bon, malheureusement, lorsqu'on regarde l'attitude des Africains, on a quand même l'impression que, bon, il y a toujours cette forme d'afro-pessimisme qui gagne beaucoup d'entre nous. On a par exemple tous vu, il y a de cela quelques jours, que le préfet du département d'Undé a fait raser et brûler pratiquement un champ d'artémisia d'une dimension de 20 hectares sans aucune expertise scientifique. Bon, pour lui, il considérait qu'il s'agissait du chanvre indien, du banga, et c'est le même, et je dis bien c'est l'Artemisia afra, c'est-à-dire la spécialité africaine qui est utilisée par Madagascar pour combattre le Covid-19 et qui combat d'ailleurs le palu. On a tous vu le médecin congolais qui a été pourchassé dans son propre pays parce qu'il n'était pas à l'origine de la découverte, mais il était à l'origine de la révélation des vertus de l'Artemisia afra. Donc je dis, notre problème en Afrique, c'est ce problème de l'afro-pessimisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis, certaines personnes lisent et critiquent le professeur Kamto sans même le comprendre. Si en Afrique, les gouvernements accompagnaient les chercheurs dans le cadre de la recherche scientifique, il viendrait un moment où l'Afrique aurait ses propres médicaments, on serait plus dépendant de l'extérieur. Vous comprenez? Donc ceux qui critiquent, bon, moi, non, je le dis à l'attention peut-être du RDPC. Nous sommes ici peut-être parce qu'on cherche à construire. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Avant de critiquer le professeur Kamto, sachez au moins que lui, dans son programme de société, il avait proposé la création d'une académie de sciences, voilà, qui a vocation à faire travailler des chercheurs qui seront récompensés en fonction de la qualité de leur travail, de même qu'une agence nationale de la recherche. Voilà, donc vous allez voir que quand vous entendez parler du Centre Pasteur, qui travaille dans la recherche du médicament en France, c'est un outil de souveraineté, d'expansion internationale, parce que les Français contrôlent une bonne partie du monde, notamment l'Afrique, avec leurs médicaments. Voilà, et si vous êtes dépendant d'une entité extérieure sur le plan du médicament, c'est que vous n'êtes pas véritablement indépendant. Donc, l'Afrique, les dirigeants africains doivent comprendre qu'ils doivent accompagner les promoteurs de la pharmacopée africaine comme Monseigneur Cléda. Alors après vous, Maître Désiré Sikati, Marlise Doualabel, le Cameroun fait face à une multiplication des cas de Covid-19. L'archevêque métropolitain de Douala estime qu'il a une solution qui peut être expérimentée à grande échelle. Cependant, il manque cruellement de moyens et d'accompagnement. Cela fait déjà plus d'une semaine qu'il en a parlé. Pour vous, dans ce contexte, que faut-il faire concrètement? Alors, Monseigneur Cléda, je le connais comme ami. Ami, pourquoi? Parce qu'il m'a fait l'amitié. Dans le cadre du Ngondo, je suis allée l'inviter avec mon fils Lionel Sopo pour qu'il vienne assister au culte de l'ouverture des activités du Ngondo. Et il m'a dit, honorable, vraiment, je ne peux pas parce que j'ai déjà donné ma parole à l'université de Douala, qui a également un événement ce jour-là. Par contre, si vous m'invitez sur les berges, je serai là. Et je l'ai invité et il est venu. Et ça m'a fait un grand plaisir. Et c'est à cette occasion que je suis entrée dans ses bureaux et j'ai constaté dans sa salle d'attente une multitude de personnes qui attendaient depuis des heures de le rencontrer. Et quand j'entre dans son bureau, je vois une diversité de racines, de feuilles, de bouteilles, etc. Et c'est comme ça que je découvre qu'il était praticien. Donc ça, c'est une de ses casquettes. Évidemment, il en a d'autres. Il est homme de Dieu, il est homme politique. On va s'arrêter à son expertise de praticien. Je pense que s'il a affirmé avec autant de certitude avoir soulagé des personnes atteintes du Covid-19, c'est normal que le ministère s'arrête comme il s'est arrêté pour se rapprocher de lui et pour maintenant avoir une démarche scientifique, puisque eux-mêmes, les médecins, disent que la médecine n'est pas une affaire de déclaration ou
sentiments, ce sont des observations scientifiques qu'il faut faire. Ça veut dire qu'on prend un échantillon, on occupe de cela, mais je voudrais aussi l'histoire d'un pharmacien guadeloupéen qui nous fait changer la loi française. Seulement en 2009, il a eu 12 ans de procès pour que la France mette dans sa loi que les plantes médicinales d'outre-mer sont également considérées comme vendables dans les officines françaises et occidentales. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Désiré Sikati, d'être venu sur ce plateau. Merci également à Marlise Doualabel d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Edmond Kamgia, d'être présent sur ce plateau. Je remercie également le docteur Christian Ondo-Meva, médecin-chef de chirurgie générale en Allemagne, qui a contribué également à cette émission. C'est la fin de Droit de réponse. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.